Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Trek in Storia, l'émission mensuelle qui revient sur un sujet précis dans l'univers de Star Trek. Bonjour Cyril, comment vas-tu? Eh ben écoute, très très bien. Coronavirusé comme tout le monde, il n'y Oui. a pas de raison. Parle à un mètre du micro s'il te plaît parce que je trouve que nos échanges sont un petit peu trop près. Mais attends, je t'ai envoyé une petite lettre bien léchée, tu verras. Ah punaise, ouais, j'avais pas réfléchi à ça. Tu réfléchis jamais. Ouais. Allez, vas-y, on enchaîne. Alors, ce mois-ci, un sujet très très cool, très intéressant que tu nous as apporté sur la table, qui j'ai oublié l'intitulé et je n'arrive pas à le retrouver. Est-ce que tu peux nous le Alors, en gros, rappeler? c'est les antagonistes dans Star Trek. Alors, c'est pas un sujet sur lequel on va pouvoir parler des heures, mais c'est vrai que c'est intéressant la petite évolution qu'il y a eu dans les antagonistes, déjà dans la saga, et puis dans une série qui se veut pas très manichéenne, hein, qui se veut avec beaucoup de nuances. Mhm. Euh, c'est souvent très dur de trouver des bons méchants dans Star Trek. Oui. Voilà. Mais on en parlera tout à l'heure. Mais oui, on en parlera tout à l'heure parce que évidemment, comme d'habitude, vous le savez, c'est l'heure des questions. Alors ce qui s'est passé ce mois-ci, c'est que j'ai balancé l'annonce pour poser vos questions. J'avais prévu une vidéo et tout. Je t'en ai pas parlé ça, Cyril. J'avais prévu une vidéo à mettre sur les réseaux sociaux que j'avais enregistrée d'avance. Et au moment de la poster, en fait, j'ai posé les questions par écrit juste 5-10 minutes avant l'annonce de Édouard Philippe qui annonçait la fin du monde, qui disait il faut tout fermer, barricadez-vous, machin truc. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être pas poster la vidéo en plus. Et résultat, on a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions. Mais elle me semble ardue à répondre. Donc, surtout qu'on n'a pas eu le temps de bosser dessus, donc je sais pas si tu as eu le temps de les On lire. verra, au pire, on les remettra pour la prochaine fois. Mais Oui, vas-y. et je pense que la première question, une question de Kyle Reese, Christophe, que vous avez pu entendre pour une poignée de review, qui nous demande une question qui sera remise à la prochaine direct, on va le dire. Pouvez-vous donner les écrivains de SF qui ont participé à l'écriture des scénarios Star Trek et qui sont célèbres ou devenus célèbres par la suite? Eh ben alors On en là, avait parlé un peu le mois dernier, je crois. ouais, alors moi, je sais que je regarde pas trop qui écrit les scénarios, mais je pourrais pas te dire là tout de suite. Ouais. Bon, en termes de purement scénaristique, on sait que Dorothy Fontana a été Oui. particulièrement connue des suites de Star Trek, mais je pense qu'il entend des Bon. écrivains et écrivaines, je sais pas comment, autrices, de manière générale. Mais là, j'ai aucun nom en tête. Alors, sachant qu'en plus, les scénaristes, depuis les années 90 à Hollywood, là, enfin, dans les studios de séries télé, c'est un peu différent de ce qu'on peut nous comprendre. Enfin, c'est vrai que nous, Français, on a une approche très littéraire du scénariste, alors que là-bas, est scénariste, le mec qui va mettre la catchphrase au bon endroit dans le scénario, quoi. Hmm. Pas la punchline qu'il faut, machin. Et des fois, tu as 10 000 scénaristes sur un script, alors que les gars ont pas fait grand-chose, ils ont juste rajouté des points là. Tu Ouais. vois, en même temps que tu parlais, j'ai vu qu'effectivement, il y avait Roberto Orci, mais c'est exactement ce que je te disais. Roberto Orci, qui a scénarisé donc pas mal d'épisodes de Star Trek, il a notamment fait Fringe aussi. Ouais. Ouais, donc des fois, il y a des sortes de nouvelles qui deviennent des séries, bref. Et puis, c'est pas le même système à Hollywood, mais tout de suite, là, des grands noms qui ont sorti des livres comme on l'entend, c'est-à-dire des livres qui n'ont pas forcément été des scénars ou des choses à la base. Euh, Là, j'en ai pas tout de suite. Ouais. Mais ouais, non, moi non plus. Après, bon, moi j'ai très peu lu de Star Trek, pas du tout même d'ailleurs. En plus, je dis très peu, mais c'est pas vrai, pas du tout. Donc je suis incapable à l'heure actuelle de répondre à cette première question. Mais ne t'en fais pas, Kailune, on répondra à ta question le mois prochain. Cyril va travailler. Oh merde. Les 5 prochaines questions sont toutes de Matou. Matou que vous entendez régulièrement dans les micros de Star Trek pour les nuls et de Pour une poignée de review, et que vous avez pu entendre il y a quelques semaines dans le cadran pop, l'émission de Guigui le Gentil, dans la 6e ou la 7e émission, je sais plus, dans laquelle il revient sur un épisode de Picard en disant pourquoi cette série est pas bien. Là où il Putain, est venu en... Ouais. je comprends pas, tiens, petit aparté, je comprends pas l'acharnement sur Picard.
Mais je pige pas, des fois la communauté, Trekkies. C'est-à-dire que quand tu fais trop nouveau, tu te fais défoncer la gueule. Hmm. Voilà, Discovery, c'est trop nouveau, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Et quand tu fais du TNG, parce que Picard, c'est du TNG, Non. c'est la narration du TNG. Simplement, c'est étiré sur plus d'épisodes, mais c'est le même type. Putain, je suis désolé, saison 1 de TNG, il se passe rien. Les épisodes sont longs, sont chiants. Bah là, c'est à peu près pareil, sauf que c'est étendu sur plusieurs épisodes. Tu aurais pu faire un seul film, un film à peu près moyen, mais c'est du TNG, quoi. Enfin, c'est de l'humain, c'est de l'humanisme placé, c'est de la petite morale à chaque fin d'épisode. La Mais ce seule qui est, différence qu'il y a du TNG, c'est on est focalisé sur du personnage plutôt que sur une grande histoire. alors, ce qui est, moi j'ai arrêté de regarder la série au quatrième épisode parce que ça me plaît pas. Mais ce qui est reproché à Picard n'est pas ni la forme, c'est pas la forme en fait, c'est le fond et l'évolution des personnages qui ne semble pas logique. C'est-à-dire que on a une grosse part de Patrick Stewart dans l'écriture de la série, et du coup on a un Picard qui ne ressemble plus à ce qu'il était à l'époque. Mais qui a évolué apparemment d'une manière qui ne convient pas, qui ne plaît pas. Idem pour Riker apparemment qui vient de faire son arrivée et qui n'est pas logique envers lui-même. Après, bon, voilà, moi j'ai arrêté de regarder la série, du coup Bah, je peux pas vraiment donner mon ressenti, mon on est avis, mais... d'accord, en fait, il y a un nihilisme. Il y a un nihilisme, mais ça se veut le reflet de notre société. Hmm. Enfin, je veux dire, ça a toujours été ça, Star Trek. Les années 90, c'est le renouveau, la chute du bloc de l'Est, et on se dit que tout est possible. Enfin, là, on est en 2020, on a bien vu que tout n'était pas possible et que tout avait. Il y a un certain nihilisme, mais je ne comprends pas les critiques. La série manque de rythme, elle manque de plein de choses. Je suis tout à fait d'accord. L'évolution des personnages, bah, ça me gêne pas plus que ça parce que ça avait jamais été dit qu'il serait comme ci ou comme ça. Comme Donc, ci, comme ça, hein, ça fait... Pardon, ouais, ouais, non, désolé. non, non. Mais je sais pas, hier, je me suis fait la réflexion, c'est du TNG dans la narration, donc c'est un peu maladroit. Et puis, ça aurait fait un bon film. Je pense que ça aurait pu faire un film parce que l'intrigue, elle n'est pas si complexe que ça. Et dans un film d'1 heure, 1 h 30, elle aurait pu être développée et ça aurait été. Se serait évité effectivement des petits allers-retours ou des caméos un peu forcés. Voilà, mais après, de toute façon, toi, tu veux plus la voir, la série. Je la regarderai un jour, mais Ouais, bah, voilà. sans le spoiler, il y a des choses intéressantes. Et il Hmm. y a des choses intéressantes. Je trouve que les Romuliens, bah, c'est bien les Romuliens comme on les a toujours connus. Hmm. Des C'est-à-dire salopards de première, comploteurs. Voilà, comploteurs complotistes. avec des trucs. L'idée qui est en train d'être dégagée sur les 2 3 derniers épisodes, et effectivement, elle est très BSG. Hmm. Moi C'est aussi, ce je me suis que fait la tout le monde m'a réflexion, hein. dit sur Ça fait très BSG le déroulement, mais BSG et à la Battlestar Galactica, hein, pour les personnes voilà, et qui... à la fois, ça l'est pas, parce que quand on regarde tous les épisodes sur l'émancipation des photoniques dans Voyager, c'était déjà un des thèmes qui était très présent, quoi. Hmm. Donc voilà, l'émancipation, le racisme envers bref, je trouve que les gens se prennent la tête Non, mais il y pour a genre aussi se dire j'ai un avis. il y a aussi des sujets super intéressants comme l'amour sexuel entre des frères et sœurs jumeaux. Comme c'est super chiant ça. Euh, Ça par contre ouais, ça vraiment après, ça m'avait saoulé. Ou la je trahison crois que c'est de du mauvais certains jeu, ça. personnages. Voilà. C'est du mauvais jeu, c'est du. Après, dans les derniers épisodes, là, ils sont en train de rattraper le coup en expliquant pourquoi il y a cette tension entre les deux personnages et pourquoi la chef des Romuliennes là, a l'air comme ça un peu tarée, quoi. Mais je trouve qu'on est dans la mystique Star Trek, quoi. Et le D'accord. lore de Star Trek permet ce genre de conneries. Des fois, autant sur Discovery, je peux comprendre. Sur Enterprise, je pouvais comprendre aussi les critiques. Et c'est marrant parce que maintenant, sur Enterprise, c'est canon, plus personne critique, quoi. Hmm. Quand c'est sorti, c'était de la merde en barre. Et plus personne critique maintenant. Bref. La communauté Trekkies est assez paradoxale. Je sais pas.
Bref, ouais. Du coup, je sais plus où on en était. On pose les questions. J'allais poser une question, voilà. Donc Matou, ah ben oui c'est vrai, c'est parce que je parlais de Matou. Matou nous pose la question, le premier film de Star Trek, hein, donc le film original, le film The Motionless Picture, a-t-il un antagoniste? Ah bah justement, donc quand on a commencé à préparer le sujet, on a commencé tous les deux à pas être d'accord. Hmm. Euh, L'antagoniste, pour moi, en littérature classique, sans rentrer dans des définitions super pointues, c'est le mec qui soit t'empêche d'instaurer un nouveau système de choses, une nouvelle ère, une nouvelle civilisation, soit donc qui veut être conservateur, soit c'est quelqu'un qui veut t'imposer quelque chose. Et toi, au nom de la liberté, au nom de plein de choses, tu refuses qu'on t'impose quelque chose. Voilà, bon. Le problème des antagonistes dans les films Star Trek, c'est qu'en 1 heure et demie, ils n'ont pas le temps de développer vraiment leur plan, leur machin. On sait qu'ils veulent faire ça et que quoi qu'il en coûte, ils vont le faire. Voilà. Et mais les gentils, c'est très manichéen là. C'est ce que je reproche aux films Star Trek, c'est qu'ils sont très manichéens. Il y a les gentils et les méchants. Quand il y a un méchant, Vidger, pour moi, n'est pas un méchant. Vidger, pour moi, c'est comme une tempête, comme les Borg. Il vient, il est à 10 000. Il ne peut pas comprendre ce qui se passe parce qu'il n'a pas les notions de bien et mal comme nous. Donc déjà, ça en fait pas un antagoniste. Il ne sait pas que ce qu'il fait lui tue des gens. Il a pas conscience qu'il tue des gens. Il n'a pas conscience qu'il détruit parce Mhm. que c'est pas dans sa programmation. Et c'est pas un méchant. Et le vrai antagoniste, à la limite du premier film, c'est la nature médiocre de l'humain, c'est-à-dire dans celui-là, de fait de ne pas savoir et de penser que la vie, comme eux la définissent, est la seule définition possible. Allez, ça, c'est le seul antagoniste possible dans Star Trek 1. Mais Star Vidger n'est pas un antagoniste parce que il n'a pas pour volonté d'instaurer un système de choses, il n'a pas pour volonté de conserver un ordre, il vient comme une tempête et il comprend pas pourquoi il trouve pas ce qu'il est venu chercher. D'accord. À la J'aurais, différence, dis-moi. Non, 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 c'est juste que j'aurais pas vu les choses comme ça. Moi, en fait, pour moi, antagoniste, c'est quelqu'un qui a un but différent du protagoniste, dans le sens où, ben, oui, comme tu dis, il vient, comme tu dis, oui, une tempête, mais une tempête peut tout à fait être un antagoniste, dans le sens où, ben, qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter, qu'est-ce qu'on fait pour aller à son encontre, pour l'empêcher de venir. Pour Alors, moi, je, Vidger est vraiment un antagoniste. alors, je suis d'accord avec toi, mais il faudrait que la tempête soit un peu humanisée, qu'on se dise, tiens, pourquoi elle fait ça, la tempête? Tu Ben, vois, on le sait, bah, enfin, on le sait à la fin du film. à la fin du film, on le sait, mais il a pas des motifs, enfin, comment dire, il change pas d'avis, il change pas de, tu vois, il a pas ce côté un peu humain de la chose qui permettrait de, bon, après, c'est un débat, mais Ben, alors, il change d'avis à la fin. en fait, ce que Descartes je veux et... dire, c'est que de tout le film, Mhm. c'est l'exploration de Vidger. Oui, Le film, c'est l'exploration de Vidger en lui-même. Et du coup, Vidger, il leur met pas des pièges pour pas qu'on sache qui il est, quoi. oui, Ou c'est alors, il vrai. change pas, il détruit pas un paquet de vaisseaux pour leur dire, si vous approchez un peu plus, ça sera la merde, quoi. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Il a pas de motivation autre que être là et je suis même pas sûr que sur le fond, on peut considérer qu'il aperçoive les autres, dans sa meuf quand il rentre dans lui, là. Ça fait très Ouais. aventure intérieure, je suis d'accord. Non, non, mais surtout que ben, on sait très bien ce qui se passe quand on rentre dans lui. Dans quoi on rentre. Ok. Ouais, 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 je vois l'idée, mais je sais pas, je vois pas pourquoi on pourrait. Ouais, non, non, si, ça reste un. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai mis le doute dans ta Non, personne. c'est juste que je manque de vocabulaire et d'intelligence pour te contrer. Ah. Ouais, tu vois comment. Hop, on change de sujet. Ben écoute, en fait, je viens de me rendre compte que toutes les questions concernaient les 6 premiers films. Donc, question 2, le méchant du deuxième film, Khan Linné, est-il défait par Kirk Lackey? Eh ouais. Alors, je ne Bonne pense pas que ce question. soit le sujet du film numéro 2, mais je Non, pense mais que c'est le sujet de l'épisode. ouais, The et Seed. puis c'est intéressant parce que Khan, c'est un des seuls personnages où il y a aussi Beta et Bursa, là.
Hmm. on les a développés dans la série un petit peu et qui reviennent après dans un film en méchant que tu avais oublié derrière le placard. Euh, Il y a aussi Khan dans le film de J. Abrams, Hmm. qui est intéressant. Un autre Khan dans nos circonstances. Et je trouve que le Khan des films de J.J. Abrams a une vraie motivation de méchant que n'a pas vraiment celui du film. Celui du film, c'est je suis méchant parce que je suis méchant, je veux me venger de l'affront que tu m'as fait. Ouais. Et on est loin du Khan d'ailleurs de la série, de l'ancienne série, où il expliquait que c'était un conquérant, qu'il Ah, était et puis il était balèze et très tout. intelligent, très manipulateur, tout Voilà. ça. Ce Et je qui n'est trouve plus que du ce tout dans le deuxième Khan-là film. Hein. est caricatural, alors que dans le film de J.J. Abrams, le mec t'explique qu'il veut déjà retrouver ses potes. Et que pour une fois, c'est la fédération qui a fait appel à lui, quoi. Mais c'est John Morrison, c'est pas Khan. J'ai pas compris, pardon. C'est pas Khan dans les films de J.J. Abrams, c'est John Morrison. Oui, mais c'est Khan. M'embrouille pas là, se dis pas là. Mais non, non, il l'a dit lui-même dans le comics qui a suivi. Alors, je sais plus dans quel comics c'était. Je ne suis pas Khan, je suis John Morrison. Khan, il est toujours en cryostase. Et Tu me le dis là. c'est J'aurais canon. pas compris le film. Non, dans le comics Attends. suivant. Ah non, mais Ah bah écoute, oui. tu veux jouer le malin avec ce qui est canon et ce qui est pas canon, hein? Bon. Attends, mais je l'ai pas lu celui-là. Tu vois, donc je vais découvrir. Oh, mais c'est de la merde, je le lis pas. Bah si, ça m'intéresse. Après, s'ils ont fait un clone, s'ils ont fait Ce un n'est truc, pas ça un peut être- clone, ce n'est pas juste, c'est juste pas Khan. Et en fait, quand on l'a réveillé, il s'est dit, tiens, je vais me faire passer pour mon boss. Bah c'est pas mal. Oui, mais ça C'est vient dans un intéressant. comic book, donc c'est pas canon. Donc en fait, Bah, il faut que je le lise. Ça m'intéresse. non, mais alors, voilà. Je pense que c'était vraiment le sujet de l'épisode dans lequel apparaît Khan. Hein, c'est comment le titre? The Seed. Space Seed. Voilà, Space Seed, donc c'était vraiment le sujet du combat de l'inné contre l'acquis avec les puissances et les forces de chacun. Mais je pense vraiment que dans le film, le propos est tout autre. Et que du coup, on ne l'aborde pas vraiment. Mais en l'occurrence, connaissant, enfin de ce que je connais de TOS, la réponse aurait été oui, l'acquis de Kirk, et c'est ce qui est décidé dans la série de toute façon. L'acquis de Kirk est plus puissant que l'inné de Khan. Puis même dans le film, il le vainc parce que Kirk, il sait qu'il faut réfléchir en 3D dans une bataille spatiale et pas Khan. Ouais, mais ça c'est de la... Ouais, oui. C'est de l'acquis. Oui, oui, c'est de l'acquis, mais en l'occurrence c'est quelque chose que Khan aurait pu acquérir. Enfin... Ouais. Oui, oui, mais Ouais, j'ai compris. tu as tout à fait raison, de toute façon. Mais ouais. Ok. Question 3 sur le troisième film. Pourquoi Doc Brown, Christopher Lloyd, pour les personnes qui ne connaissent pas, est-il méchant? Et il nous marque confère la volonté de l'acteur de sortir de son rôle de taxi dans Retour vers le futur. Oui. Bah oui, il a répondu à la question tout seul. C'est bien de poser la question avec la réponse. J'aime beaucoup. Oui, oui. Et puis alors, là aussi, quand je bossais à l'émission, là, ça revenait sur un problème des films. Parce que souvent dans les films, tu te dis, ah oui, dans ce film-là, il y a un mec qui veut faire ça. Et c'est pas vraiment un méchant, quoi. C'est juste, ah ouais, il y avait un mec qui faisait chier, quoi. Mais il sert à rien dans ce film. Hein. Crutch, il veut obtenir l'arme. Il veut le truc Il veut Genesis, obtenir voilà. Genesis. Mais il serait là parce que Kirk lui aurait volé ses nuggets au McDo, ça serait pareil. Hein. Mais surtout qu'en fait, il est un peu con parce qu'il tue le seul qui sait ce que c'est Genesis. Donc, complètement Par niqué de la contre, tête. Hein. ils auraient fait revenir là, le trio de Klingons, là, Kang, tout ça. Là, ça aurait été intéressant. Tu vois, des vieux ennemis de Kirk. Ouais. Ça aurait été intéressant pour ce film. Ouais, ça aurait pu, mais ça... Enfin... Une fois de plus, c'est le propos du film. Le propos du film n'était pas sur son antagoniste. Voilà. L'antagoniste y était parce qu'on est dans un film où il fallait un Mais méchant. souvent, hein, comme dans Star Trek, tous les films, c'était exploration. On découvre un nouveau truc, un nouveau problème. Ou alors, on a réveillé une civilisation qu'il fallait pas.
Tiens, Et puis voilà, quoi. juste, ça me fait penser à une autre question que je m'intègre moi-même. On pourra en parler peut-être plus tard. Peut-être que tu l'avais prévu dans ta présentation des antagonistes. Mais justement, Kang et toute la marmaille là, qui revient dans Deep Space Nine. Qu'est-ce que tu as pensé justement? On parlait tout à l'heure de Picard et de son évolution par rapport au passé. C'était une évolution intéressante. Bah, encore une fois, oui, l'évolution était super cool. Surtout de rallier tout ça à Curzon Dax. Donc ça donne du lore, ça donne de la profondeur au lore. Donc c'est Mhm. intéressant de voir qu'il n'y avait pas justice. Enfin, le problème de Star Trek, jusque dans les années, je pense, fin 90, avant l'arrivée de DS9 et de Voyager, on s'est toujours dit, bon, Star Trek, c'est 4-5 vaisseaux et des explorateurs, quoi. Non, mais on n'arrivait peut-être pas à concevoir que ça pouvait être plus de choses. Même si dans la série TOS, ils introduisaient d'autres vaisseaux, d'autres équipages, finalement, sur le fond, on se disait pas que c'était plus de choses que ça, quoi. Et là, ça donnait un lore, ça donnait, comme Tuvok qui avait servi avec Sulu, Mhm. ça donne une cohérence, une intégrité. Et de voir ce que sont devenus les personnages, ouais, c'était intéressant. Ils sont vieux, ils sont pas morts au combat, ils ont un pacte qui les lie depuis tout ce temps, c'est intéressant. Je pense qu'ils auraient même pu en faire un peu plus des caisses. Mhm. Tu vois, racontant plus de trucs qu'on ne savait pas sur Kirk. Genre une fois, on a bu un coup avec lui, Ouais, ça aurait été ou tu rigolo, hein. vois, ça aurait été rigolo, quoi. Euh, Après l'explosion de après, voilà. Praxis, j'étais sur le vaisseau du match. Non, ça aurait donné. Ouais. Mais oui, oui. Ouais. Et d'ailleurs, bah ça, ce sera peut-être le concept d'une émission un jour à venir. Mais ils ont réussi avec le retour de Kang et du groupe, du Kang Bang. euh, C'est chaud. C'est chaud. avec ce retour de groupe, ils ont réussi quand même à éviter l'effet micro-univers. Parce que on suit le point de vue de Worf, qui se trouve être sur la station avec Dax, qui se trouve être en relation pardon, avec tous ces vieux Klingons. Et je trouve ça sympa d'avoir su éviter les choses de manière à ne pas faire que Worf était le petit neveu ou le petit cousin Oui, d'un de voilà. ces Ouais. gars. Et ça a été assez bien fait ce retour. Je trouve ça cool parce que ce que je déteste dans les productions actuelles, c'est l'effet. Enfin, on l'a moins en ce moment, mais l'effet micro-univers qui est insupportable. Tout le monde se connaît, tout le monde est le cousin, machin, alors que l'univers est vaste et en constante expansion. Voilà. Question 4 à propos du quatrième épisode. Alors, plus ça va, moins il écrit de mots dans ses questions. Le 4 et les baleines, tiré années 80, début de l'écologie, point d'interrogation. Bah, la même chose que pour Vidler. C'est-à-dire que la sonde cétacée, elle fait que passer. Tous ceux qui se mettent devant son chemin se font balayer. Et elle vient pour un truc qu'elle comprend pas. Franchement, c'est le même scénario que Vidger, hein. Enfin, c'est le même Ah, scénario c'est que Star Trek, assez hein. proche, ouais. C'est copier-coller presque. Ils ont juste changé un deux trucs. Et Alors, l'antagoniste, c'est la corruption humaine des années 80. Enfin, le capitalisme à tout va qui fait que les baleines sont détruites. hmm, C'est tout, hein. Le vrai méchant, c'est ça, c'est la bêtise humaine, hein, ouais, totalement, qui a totalement. tué les baleines. Ça a Les tué les baleines baleines. et plein d'autres choses. Les baleines et puis les pingouins. J'ai regardé Happy Feet hier soir, c'était vraiment pas bien. Eh ben tiens, il n'y a pas de question sur le cinquième film, mais on Le y viendra. cinquième, c'était. Oui, oui, C'est j'ai Dieu, prévu, oui. c'est Dieu l'antagoniste. Ah non, j'ai oublié celui-là. C'était nul. Mais c'est ça, en fait, le problème des films. Sur Star Trek, attends, il se passe quoi dans le film? Ah ouais, c'est ça. Genre Insurrection, mais c'est pas une blague. J'ai dû le regarder 4 fois avant de comprendre. J'adore ce J'avais film. été le voir au cinéma et j'ai pas compris. J'ai pas tout compris. Et à force de revoir le film, je comprenais un ou deux trucs nouveaux, mais je comprenais pas tout. Et Hmm. il a fallu que je lise les fichiers officiels pour comprendre Ah bon, le film que. Ouais, je crois que c'est le pire de toute la franchise, quoi, c'est mon Insurrection. favori. Mais il est écrit avec le cul, quoi. Non mais écoute, je ne Putain, suis mais pas c'est le d'accord. seul de. Oh Euh, putain, un grand débat. le sixième film et ses antagonistes.
Le Je sixième cache film. le dernier mot de la question parce qu'il va venir. C'est Seabuck, je crois, non? Non, Seabox, c'est dans le cinquième film avec Dieu, justement. Non, le Ah oui, sixième c'est vrai. film, c'est Tchernobyl. C'est l'explosion de Praxis, c'est l'ultime frontière. En terre inconnue, pardon. Et là encore, là, ouais, alors là, l'ennemi est intéressant parce que c'est un complot. Il n'y a pas d'ennemi. C'est Il n'y a ouf. pas Il est d'ennemi non vraiment. L'ennemi palpable. est invisible. Voilà. Et je pense que celui-là, de film, il n'y a pas vraiment d'antagoniste. C'est vraiment comment dire, c'est l'exploration de l'univers de Star Trek. Alors que les Klingons, on n'avait jamais vu leur planète natale, on n'avait jamais vu vraiment comment ils fonctionnaient. C'est la première fois que tu as ce tribunal, la Klingon, qui va être après repris 10 000 fois. C'était intéressant, la prison, tout ça. Mais les Vovoc, il n'y a pas vraiment de méchants, à part les. Si, pour reprendre ma définition du début, les méchants, c'est ceux qui ne veulent pas de changement, qui veulent que la guerre continue, quoi. Je crois que c'est les Romuliens, non? Non, non, mais il y a un peu de tout. Il y a des, non, non, il y a Voilà, des c'est un Vulcains et complot. des Klingons et des humains. Il y a des membres de Starfleet et des membres. Alors c'est très drôle. Tu n'as pas écouté l'émission de Star Trek pour les nuls sur en terre inconnue. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait il y a des gens qui sont ennemis, qui s'allient pour rester des ennemis. C'est très Oui, drôle. voilà, pour qu'il y Et ait un statu quo, c'est voilà, très ouais. sympa. Enfin, le concept est complètement foufou et est terriblement beau. Enfin, bref. Et Et c'est un non, non, truc mais qui c'est un revient très bon souvent dans film. Star Trek en plus, hein. Comment? C'est un truc qui revient souvent dans Star Trek. Ah, Les ennemis qui s'allient pour que la guerre continue. ah bon. Je t'ai perdu. Ouais, ouais, Bah ouais, ouais. je vois pas dans quel Euh, film. Il y a le maquis avec les Eh ben, Cardassiens. il s'allie avec les Cardassiens pour continuer de se battre? Je sais plus, je Non. crois. Il y a un épisode où il y a un truc. Non. Ah, il y a un truc. Il y a un truc. Et ça me dit quelque chose. Je vérifierai, mais il y a un truc. Ok. On pourra en parler dans une prochaine émission. Et pendant qu'on papotait tranquillement, XP78 nous a envoyé une question qui n'a plus rien à voir avec les antagonistes, donc c'est bien, ça nous fait une rupture et on pourra reprendre plus tard, qui nous demande XP, quand sont apparues les commandes virtuelles dans les pardon, dans les vaisseaux, à vouloir faire des blagues. Bonne, C'est très bonne récent, hein. question. Ouais, c'est relativement récent. Alors, non, il n'y en a pas dans Discovery. Ils nous ont épargné ça dans Discovery. Enfin, Mm. épargné. Il n'y en a pas vraiment dans Discovery, il me semble. Euh, Ouais, c'est récent. Je me demande si dans Insurrection, il n'y a pas un peu un début de ça. Non. Ok. Dans Insurrection, sûr que non. Peut-être dans Nemesis, parce que je Non, m'en pas dans souviens pas bien. Insurrection, pardon. Ouais, dans Nemesis, ouais. On n'en a pas dans... Non, on n'en a pas dans les films de la KTL. Non. Et ça, c'est très bien. Non, non, mais je crois que c'est vraiment dans Picard qu'on a vu ça Oh. pour la première fois. Bah, ça se met à l'air du temps, quoi. On en a vu dans la série de jeux vidéo hommage à Star Trek Mass Effect, dans lesquels Ouais. il y a beaucoup de choses comme ça qui fonctionnent avec des hologrammes et des commandes virtuelles. Mais bon, c'est pas du Star Trek. Enfin, c'est du Star Trek dans l'âme, mais pas dans le... Oui, oui, Il n'y a pas pas dans le la texte. trademark. Non, j'ai pas de... Non, non, il me semble que c'est dans Picard que c'est arrivé. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est tellement logique que ça m'a pas choqué. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, c'est l'évolution. tellement dans l'air du temps actuel de Et mettre puis, ça. pareil, il y a des hologrammes partout à la fin de Voyager, tu sais. Oui, mais alors, bon, Discovery a rattrapé le coup avec ça, mais par exemple, tu vois, ce que je trouvais cool, c'est que les hologrammes dans l'univers de Star Trek étaient inventés durant Deep Space Nine. C'est-à-dire que tu avais la fameuse salle dans laquelle pas la salle, mais le cercle dans lequel tu rentrais et tu étais un Oui, hologramme ailleurs. Et je trouvais le concept de cet hologramme-là très intéressant. Parce que celui qu'on voit dans Discovery et dans Picard aussi, ils l'ont recommencé à le faire, avec la sœur jumelle qui fait ce qu'elle veut. Ça veut dire qu'elle est dans une salle, mais immense chez elle. Elle est vraiment dans... Et puis elle sait exactement ce qui se passe, où elle est, où elle se trouve, machin. Et pareil dans Discovery, ils se baladent sur le pont alors que ce sont des hologrammes. Ça veut dire qu'ils descendent des escaliers, ils savent pas. C'est complètement
Bizarre. Alors que les hologrammes dans Deep Space Nine étaient fixes, c'est-à-dire ils étaient figés dans un lieu, dans un cercle de 1 mètre Oui, ils de pouvaient pas se diamètre. balader, ouais. Puis dans Discovery, dans Voyager, pardon, avec le HMU, ils expliquent comment ils les projetaient partout dans le vaisseau à la fois. Et, et c'est, enfin voilà, il y a une réflexion derrière ça. C'était pas juste du, hey, regardez ce qu'on fait. Enfin bref, même Tupac, il peut pas faire ça. Oui, c'est vrai. Et Mélenchon non plus d'ailleurs. Bref, Pas tout de suite, il y travaille, il y travaille. il y travaille. Ouais. Bref, on a terminé les questions. Mais tout à fait. Voilà. Mais bah, c'est pas mal. De toute façon, les antagonistes, hein, comme je disais tout à l'heure, ça va pas être très long Oh. sur le sujet. Il faut juste voir qu'il y a une petite différence. Avant les années 90, le méchant, souvent, l'antagoniste, c'était un peuple. Il était rarement personnifié. Donc, par exemple, on avait les obséquieux romuliens et les violents Klingons. Donc à chaque fois, tu avais un personnage qui incarnait, mais il incarnait les travers de son espèce. Ouais. La plupart du temps. Et après, dans les années 90, on a commencé à avoir des personnages récurrents. Et c'est ça, en fait, qui était problématique avec Star Trek. C'est qu'on avait très peu de personnages récurrents en termes d'antagonistes. Ouais. Et c'est compliqué, des fois, Alors, après, c'était pas le propos de Star Trek non plus. Le propos de Star Trek, c'était découvrir de nouvelles choses, des nouvelles problématiques. Et c'est vrai que jusqu'à l'arrivée des Borg, il n'y avait pas vraiment d'antagonistes balèzes qui pouvaient les mettre en déroute. Ouais, totalement. Il y avait la fameuse espèce qu'on voit dans la fin de la première saison de TNG qu'on n'a jamais revue. J'ai oublié le Très nom. important ça. Oui, mais on l'a pas revu parce que ça devait être les Borg à la base. Ouais. Mais Saison 1, peut-être que, je sais pas, peut-être que dans Discovery on aura une réponse vu qu'ils vont dans le futur, peut-être qu'ils recevront le message à ce moment-là. Enfin bref, ça peut être reprenable. Mais cette espèce nous avait été construite comme une espèce totalement, incroyablement puissante. Et voilà, voilà, avec comme un tu dis, système. finalement Mais non. c'était les Borg, hein. C'était les Borg qui devaient arriver. Je sais plus pourquoi ils ont refusé. Enfin, sur la fin, ils ont changé le truc parce que l'idée, je sais pas si tu remarques, il y avait une reine. Il y avait déjà ce système de ruche Ouais. dans cette invasion. Et je sais plus pourquoi. Je l'avais lu en plus il y a pas longtemps. Je crois qu'ils trouvaient ça trop sombre. Finalement, pour du C'est un Star Trek. épisode. Alors, c'est très drôle parce que là, tu vois, je suis en train d'y réfléchir et j'ai deux images qui me viennent en tête. La fameuse image où il tue, je ne sais plus comment il s'appelle, ce membre de Starfleet qui est infecté, qui fond à l'écran façon Indiana Oui. Jones, qui est affreuse mais horrible et d'une noirceur, c'est d'une violence incroyable. Et après, quand il tue la reine qui traîne par terre, qui est totalement ridicule, ça se voit que c'est un jouet en plastique, on voit presque le type avec le fil qui tire. Et du coup, voilà, c'est peut-être que c'était ce côté, bon, on a un peu merdé, on va pas l'assumer totalement. Je sais pas. Ouais, et puis je sais que ça m'a fait penser aussi à Picard, là, cette idée de conspiration, parce que c'est un truc que Star Trek a du mal à amener. À Ah ben chaque c'est fois le où nom de ils ont. l'épisode, Conspiracy, pardon. Voilà, conspiracy, et puis pareil, dans Insurrection, tu vois, c'est ce genre de truc un peu maladroit où Star Trek est pas à l'aise avec les conspirations, avec l'ennemi de l'intérieur. C'est un truc qui est assez nouveau et là, il commence à réussir à le faire, mais avant, c'était vrai que c'était. Tu regardes cet épisode en disant, mais j'ai regardé quoi là? J'ai regardé un mauvais épisode au-delà du réel ou. Voilà quoi, mais voilà. Donc tout à l'heure, j'ai donné un peu ma définition des antagonistes et euh, pour moi ce qui était. Alors, effectivement, les films, on en parlait tout à l'heure, on a passé les 6-7 films en revue. Il y a effectivement Voyager, il y a Khan, il y a Grudge, il y a Cyborg et cette entité qui se fait passer pour Dieu. Dans Génération, on a donc Betor et l'Ursa qui seront un clin d'œil à DS9 et à TNG, avec notamment toute la saga de la succession Klingon, Ouais. la famille Ursa. Mais c'est vraiment du clin d'œil, quoi. À part être, on veut tirer sur l'Enterprise, elles apportent rien au scénario. Le docteur Tolan est intéressant, mais lui aussi, en fait, il n'est pas contre la Fédération, il n'est pas contre les héros. Il veut juste retourner dans le Nexus coûte que coûte. Ça en fait pas un méchant de fou, quoi. Dans Premier Contact, donc
on a la reine Borg, donc les Borg qui sont l'ennemi implacable. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que le film a donné l'occasion de développer après ce personnage dans Voyager. Et là, c'est la seule fois où il y a ce cas-là, où un méchant d'un film devient après un méchant récurrent dans une série. Donc on la Ouais, voit 3-4 fois, je crois, dans c'est vrai, ouais, Voyager. ouais, ouais, plusieurs reprises. Après, bon, c'est pas la même reine, Ah ouais. mais c'est le même concept Petite théorie, est-ce qu'il y a plusieurs reines ou pas plusieurs reines? Mais il me Euh, semble... Ah, mais oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on en parlerait de ça, mais il me semble vraiment que dans un épisode, ils expliquent que ce n'est pas la même reine et qu'il y a plusieurs reines. Il me Alors semblait vraiment. Dans Picard, ils viennent de donner une autre chose. C'est intéressant, voilà. Je sais que t'as pas trop suivi, mais arrivé un moment, il y a, sans spoiler, euh, un des personnages, enfin il y a deux personnages anciennement Borg qui sont dans la série, je te le cache pas, t'as dû le voir. Mhm. Donc t'as Lou ou Hugh et tu as Seven of Nine. Et plusieurs fois, il y a cette histoire de la chambre secrète de la reine dans les cubes. Mhm. Donc dans tous les cubes, la reine a une chambre secrète que peu de drones connaissent. Et elle peut se matérialiser et se transférer via une technologie qu'ils ont assimilée il y a une vingtaine d'années, instantanément dans n'importe quel cube Borg. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Ils en font un truc dans Picard, tu regarderas à l'occasion. Mais ça pourrait répondre au fait que comment une reine peut être à plusieurs endroits simultanément et comment est-ce que à chaque fois qu'il y en a une qui meurt, elle est Ouais. voilà. Euh, je sais pas si tu as regardé la série Altered Carbone. Non, pas encore, mais on me l'a En conseillé fait, vivement. c'est tout le principe de la série, de ce que j'ai compris, c'est des sauvegardes d'humains. Mhm. En gros, les humains ont tous une puce et dès qu'ils meurent, ils sont sauvegardés et grossièrement, ils sont insérés dans un autre corps. Voilà. Euh, Ça pourrait être ce même principe. Il y a des copies en fait. Et alors, de- de- j'avais lu un roman de SF, alors j'ai complètement zappé qui l'avait écrit. C'est peut-être Zelazny, dans lequel, pareil, les humains avaient une sauvegarde, et ils se reclonaient eux-mêmes et leur esprit, leur mental, leur sauvegarde était retéléchargée. Et en fait, c'était l'histoire d'un type qui avait été tué et qui renaît dans son nouveau corps et qui est dans une colère noire parce qu'il a été assassiné et qui veut retrouver qui l'a tué. Et parce que à ce moment-là, en fait, les meurtres ne sont plus censés exister. Mais je me souviens plus exactement. Il faudra que je retrouve le nom. Enfin bref, Bon, ouais, mais désolé. tout ça pour. Donc voilà, pour la Redenborg, là, pour revenir là-dessus, j'ai perdu. Voilà. La Redenborg, intéressant parce que du coup, chaque actrice qui va l'incarner va développer un personnage qui tourne paradoxalement sur la sensualité euh, et le désir. Le personnage tourne là-dessus à chaque fois, quoi. Un peu comme un mauvais génie, il demande aux gens qu'est-ce que vous voulez. Donc à Data, Mhm. si vous voudrez pas devenir plus humain ou ressentir les mêmes choses que les humains. À Seven, si elle se sent parfaite, si elle voudrait pas être un peu plus parfaite dans son collectif, je crois qu'il lui a même proposé d'arriver à un moment d'avoir son collectif ou des D'être choses comme ça. la reine. Ouais. La reine, ouais, voilà. Euh, donc fort intéressant. Insurrection, bah, on en a parlé vite fait, c'est la fédération elle-même. Voilà, bon, après, que dire d'autre là-dessus? Hmm. Sinon, dans Star Trek Nemesis, alors Shinzon est intéressant. Shinzon Mhm. est intéressant, mais, et c'est tout le problème des films Star Trek, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il voulait à chaque fois ce gars-là? Tu vois, Mais et là, il veut sa franchement, vengeance. Il voilà, veut c'est de la exister, il vengeance. veut être sur le devant de la scène. Voilà, bon, bah, est-ce que c'est Je, un bon méchant? Je crois pas. Alors, je sais pas si c'est un bon méchant, mais je comprends ses intentions. Enfin, je comprends sa colère, je comprends ben, Son justement, son ressenti. non-but, en fait, sa folie, sa colère. Je comprends tout à fait, après avoir vécu ce qu'il a vécu, que t'as envie de tout faire péter, de tout exploser, de dire putain, mais j'existe, quoi. Désolé pour le gros mot. Voilà. Mais par contre, Nemesis, je trouve que c'est un des Star Trek les plus divertissants que j'ai vu au cinéma.
Après, à part ceux de J.J. Abrams, hein, qui sont montés comme des blockbusters, mais à la différence des autres Star Trek qui étaient des fois limite confinés à l'art et l'essai, tu vois, Oh, Insurrection, Nemesis, je l'avais trouvé très divertissant. d'accord, Insurrection aussi, mais Nemesis, j'avais trouvé que les mecs se faisaient plaisir. d'accord. Picard se fait plaisir dans le film. Enfin bref, tout le monde se faisait bien plaisir. Ils se sont dit, c'est le dernier, on s'en fout. Mais voilà. Et sinon, bah, après, dans les autres films, les 3 derniers qui sont sortis, on avait donc Nero dans le premier, dans le reboot, Hmm. qui veut se venger. Encore une fois, on est sur de la vengeance. Je trouve que c'est vachement simple, quoi, quand même. Ouais. Le dernier, bon, on a parlé de Khan dans les reboots. Alors, Et puis est-ce le que dernier, c'est... Non, mais c'est pas Khan, le méchant dans, dans Into Darkness. C'est, une fois de plus, c'est le docteur Marcus. Pas le docteur, mais l'amiral Marcus. oui, voilà, qui C'est une veut à tout histoire de prix. complot très très mal ficelée. Bah, j'avais carrément oublié, tu vois. Ouais. J'avais Non, mais carrément c'est oublié. ça, c'est une très très grosse, un très gros problème dans Into Darkness. On en a parlé dans Star Trek pour les nuls. C'est que le méchant est un méchant qui est comment Fan service. un homme organisation, c'est-à-dire qu'à lui seul il représente Starfleet, à lui seul il représente la section 31, et à lui seul il représente l'antagonisme. Et du coup l'amiral Marcus est un très très gros problème parce qu'une fois de plus il est censé représenter l'aliénation, la peur de l'autre, la manipulation, tout ça, mais c'est raté parce qu'il est très très mal écrit et qu'en fait il représente la connerie du scénariste. Et c'est ce que j'allais venir pour finir sur les antagonistes dans les films. Le pire antagoniste des films Star Trek, c'est les mauvais scénarios. Hmm. Voilà, enfin, je veux dire, les films Star Trek sont au mieux divertissants. Au pire, bon, je te promets, Insurrection, c'est un des seuls Star Trek que j'ai dû revoir plusieurs fois parce que j'ai mis un temps fou à comprendre qu'il y avait un lien entre les autochtones de la planète et les gars au visage lifté, quoi. Ah bon. J'ai mis, mais je sais pas, ou alors c'est mon cerveau qui à chaque fois se déconnecte à un moment. Je sais pas. Mais Après, le rythme est j'ai- particulier. Peut-être que tu t'endors, tu fais des micro-siestes. Je sais pas. mais c'est le Mais seul d'accord. film Star Trek que j'ai pas compris, quoi. Ok. Et, Pourtant, et- enfin, je sais pas. Comme je le dis, je sais que Insurrection n'est pas apprécié, mais moi, ça reste un de mes films favoris. Juste parce on a juste mentionné le nom, mais dans Beyond, co- oh, J'allais Crâne. voilà, Pardon, Crâne, qui est vas-y, excuse-moi. intéressant, j'allais en parler. Non, non, mais lui, il est intéressant parce que c'est peut-être pour une fois un méchant qui aurait eu plus de. Alors, ils l'ont exploité comme ils l'ont pu, mais euh, c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est un mec oublié par Starfleet qui a attendu Starfleet et Starfleet est jamais venu. Et du coup, il s'est dit, bah, pourquoi je continue à respecter les règles de Starfleet alors que Starfleet ne respecte pas ses propres règles, quoi, de jamais Hmm. abandonner personne, quoi. Et là, c'était intéressant. Et je trouve que c'est pas de la vengeance. C'est parce que sur le fond, il cherche pas à se venger. Il a compris qu'il pouvait créer son propre truc à lui. Et en quoi son truc à lui est pire qu'une organisation qui est pour lui hypocrite, quoi. Ouais. Et c'est juste parce que Starfleet se trouve sur son chemin que Starfleet est victime. Mais il n'y a pas une envie folle de détruire Starfleet. Après, s'il peut, il le fait, il est content, quoi. Mais c'est pas son but premier, quoi. Son but premier, c'est d'attirer des vaisseaux sur sa planète pour étendre son génome. Et voilà. Mais lui, il était intéressant. Ouais, Lui, il très. était intéressant. Mais Et le film est vraiment pas mal. ouais, celui-là était intéressant et beau en plus. Le- Enfin, moi, la scène euh, sur la vague de drones était super intéressante. Et c'est aussi là où on commence à avoir des drones dans Star Trek. On en a déjà Ouais. eu un peu dans Enterprise, mais là, les drones comme arme étaient intéressants aussi. Voilà. Après, on peut. Alors ça, Dis-moi. ça avait fait sujet de débat dans... Je reparle tout le temps de mon podcast, désolé, dans Star Trek pour les nuls, sur Beyond, ça avait fait sujet de débat, parce que est-ce que ce sont vraiment des drones? Parce qu'on se rend compte il y a des gens dans les vaisseaux, est-ce que... Enfin, on n'est pas certain que ce soit des drones. Ah, ouais. Eh ouais. Après, je pensais aux drones aussi des Romuliens dans Enterprise. Mhm. Oui, oui, et puis même la sonde qui attaque la Terre dans Enterprise, c'est un drone, hein.
Ouais, euh, et puis dans Discovery aussi, il y en a pas Ouais. mal, le vaisseau de la Dans section 31. Discovery, c'est un gros problème par contre. Enfin, Ah ouais, bah, je trouve que le vaisseau en plus là qu'il y a sur Star Trek Online est vachement classe. ouais, non, Un mais nouveau vaisseau. ça me pose pas de problème que ce soit classe, c'est juste que niveau continuité, qu'est-ce que c'est? Même l'Enterprise, il sort, pas l'Enterprise, mais le Discovery, et d'où ils sortent tous ces drones pour aller combattre les drones du vaisseau de la section 31. Enfin, Euh, qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? mais je crois qu'il y a une sorte de réponse, ou alors c'est moi qui l'ai compris comme ça, mais en gros, à la fin de Discovery, euh, tu sais, quand ils remettent un peu les trucs dans l'ordre, là, dans la section 31, ils te disent qu'ils vont arrêter certains programmes tant qu'ils sont pas en mesure d'avoir des pare-feux Ouais, ouais. ou des choses comme ça, ce Ouais, qui fait qu'on on revient range les jouets, quoi. Ouais, ouais, ok. Voilà. Ouais, mais on est dans Euh, Marvel, hein. On peut pas faire ça à chaque fin de série. Enfin bref. Ok. Ta gueule, c'est ma vie. Excuse. Voilà. Oui, non, mais je suis en colère contre ces Tu es décisions un parce homme que en colère. ils prennent des décisions qui mettent tout le monde en colère et puis ils se disent non, mais regardez, on arrange les choses et en fait ils arrangent pas les choses, ils les assument pas, ils font des espèces de faux retcon dans lesquels ils disent non, mais en fait ça n'existe plus. Mais On tu sais va quoi, plus on fera un jamais parler de sujet ta sœur Enterprise. Spock parce que c'est. Bref, excuse-moi, oui, 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 je suis désolé, mais je suis On tellement fera en la prochaine colère. émission, si tu veux, on fera un sujet. La Je trouve que c'est colère, gérer sa intéressant colère à propos de Star Trek. sur les séries qui ont été développées qui sont avant les séries originales. Ouais, Et ouais. effectivement, scénaristiquement, tu as des impossibilités. Tu peux pas faire plus nul que ce que c'était avant. Tu peux pas. Enfin, je veux dire, c'est débile. Oui, Voilà. Bon, bref. On revient à nos antagonistes, mais oui. ça peut être un bon sujet pour la prochaine fois. Oui. Ouais. Euh, bon, TOS, il n'y a pas vraiment d'antagoniste. Il y a un ou deux personnages récurrents comme Kang, Kor, Kolot, pardon. Il y a Mud aussi, qui a été un peu repris dans Discovery. Et tu as Khan qui apparaît qu'une seule fois et qui viendra après dans les films. Donc TOS, c'est pas l'endroit où on va trouver plus de méchants charismatiques, Hmm. autres que des espèces, les Ouais. Romuliens, les Klingons, tout ça. TNG. Alors, TNG, on va avoir des antagonistes Récurrent. nuancés. Alors, on a déjà Q, le Q. Est-ce que c'est un antagoniste? Est-ce que c'est un protagoniste? Ça Moi, dépend j'ai des l'impression. épisodes. Ça dépend, voilà, ou de ce qu'il veut lui. Hmm. Donc, c'est un cas, on le retrouve dans DS9 une fois et plusieurs fois dans Voyager. Euh, il a une idée derrière la tête, on ne sait pas laquelle, et il n'empêche pas vraiment les humains d'avancer. C'est plutôt un moteur d'avancement. Hmm. C'est intéressant là-dessus. On a l'amiral Nelchayev Ah, qui cœur sur intervient toi. dans TNG, qui intervient, il me semble aussi dans DS9 une fois, Oui. qui est qui est l'incarnation de la bureaucratie Starfleet Hmm. et la différence, on en avait déjà parlé, entre la politique et le concret, quoi. Ouais. Très, 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 très bon personnage qui, ben justement, en fait, ne change pas tant que ça. Mais c'est notre point de vue qui est amené à changer sur elle. Donc en fait, elle passe de antagoniste à protagoniste au fur et à mesure du temps parce que Picard change d'avis. C'est pas elle qui se, j'allais dire qui s'adoucit. C'est pas que, enfin on a cette sensation où elle devient plus aimable, plus conciliante, etc. Mais en réalité, c'est nous qui changeons de point de vue sur elle, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle représente. Donc dans un premier temps, comme tu le dis, elle est présentée comme une bureaucrate qui obéit aux ordres. Puis petit à petit, en fait, on se rend compte qu'elle est plus nuancée que ça. Mais en réalité, c'est nous qui devenons plus nuancés. Et je trouve ce personnage génial parce que elle ne bouge pas tant que ça du premier épisode où elle apparaît dans TNG au dernier dans Deep Bah, Space Nine. c'est surtout les événements qui lui donnent raison. Et puis à la fin, là, quand elle boit le thé enfin avec Picard dans son bureau et qu'ils deviennent complices là tous les deux, ils sont super potes. Ah là là, j'adore ce personnage, vraiment. Dans la suite, donc on en a parlé, on a la famille Duras Ouais, dans TNG. ah, ils sont Voilà, c'est géniaux. intéressant. Ils Voilà, sont... là, c'est intéressant. Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, non, bah, dis. Ben, en l'occurrence, enfin, c'est mon avis, je pense peut-être que tu vas dire autre chose, mais pour le coup, c'est vraiment des méchants. Bon, ils ont un but, hein, c'est clair, ils veulent le pouvoir, voilà. Voilà, ok. Mais je trouve que ce sont les méchants les plus
les plus bas du front de Star Trek, pardon. Mais en soi, ils sont pas. Enfin, ça me dérange pas de voir les sœurs Duras. Et il y a un frère aussi. Non, Oui, je sais le plus. frère, le petit frère, Ouais, là, qui revient plusieurs fois. qui essaye de tuer dans- Worf au début. Euh, ça, disons que pour le coup, d'avoir des méchants vraiment manichéens comme ça me dérange pas tant que ça. Parce que surtout il y a un petit effet Team Rocket, tu sais, au début de l'épisode, machin, oh mais qu'est-ce qui se passe? Et là t'as les sœurs Duras qui apparaissent, tu te dis oh non, et puis à la fin elles sont défaites et elles s'envolent vers d'autres cieux. C'est un petit côté comic relief là-dedans, assez sympa pour moi, ça me plaît. Ensuite, on a donc le personnage de Lore, Ouais, frère jumeau de Data. très bon personnage également, Frère très jumeau, nuancé, frère aîné, très qu'on peut nuancé, comprendre. Ouais, qui évolue et qui, à la différence des autres, est un méchant un petit peu hop, désolé. caricatural. C'est-à-dire que tu as des méchants qui sont là juste pour faire leur coup et ils essayent à chaque fois, ils ratent. Lui, il a vraiment pour projet la domination des synthétiques sur les humanoïdes. Lui, il a Totalement. une logique. Voilà. Et c'est intéressant là-dessus. Et je trouve qu'il n'a pas été assez exploité. Je trouve que vraiment, il aurait mérité un ou deux épisodes de plus. Ouais, je me suis fait un genre de rewatch des épisodes lore. Et en fait, je me suis rendu compte que ouais, il est dans quatre épisodes, un truc comme ça. Il apparaît très tôt. Et surtout, il meurt très tôt. Enfin, il disparaît très tôt. Parce qu'apparemment, peut-être qu'il va revenir. Mais enfin bref, c'est un peu bizarre. Mais j'étais très 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 surpris de voir il y est dès la première saison, alors qu'on connaît à peine le personnage de Data, ce qui implique des complications peut-être dans son développement. Et il meurt presque de suite après ouais, 4 épisodes. C'est un peu c'est dommage. Il y a un haut fait dans Star Trek Online, pour ceux que ça intéresse, où il faut récupérer les morceaux de l'or Hmm. dans l'espace. Mais j'ai jamais compris où c'était. Mais il y a un haut fait, comme ça. Dans l'espace, Tu peux c'est compliqué, tu récupérer. sais, l'espace est grand. C'est grand, ouais, Celui-là, surtout c'est... dans Star Trek Online. Ouais. Euh, Et, du ensuite, coup, t'as jamais on a. trouvé la... Eh ben, en fait, je les trouve pas. Je vois le J'allais haut dire un fait gros et je les mot. trouve pas. J'ai jamais trouvé quoi. Non, non, rien, je le dirai pas. C'est trop Ah vulgaire, là hein. là, ça n'assume pas. Les parties Alors, génitales de l'or. bah, il est hautement fonctionnel, comme dirait Data. Oui, fully functional. Ok. Alors, ensuite, en personnage récurrent et intéressant, et là-dessus, ils ont su l'exploiter plusieurs fois, c'est Cella. Oui, Oui, alors, ouais, C'est là ou c'est là, je sais plus. La fille Tasha, de, voilà, ah putain, je trouve pas mes noms ce matin. Tasha Yar. De Natasha Yar, voilà. Intéressant comme personnage qui rejette sa partie humaine et qui ourdit dès qu'elle peut des plans à la Romulienne, hein, des complots pour renverser les Vulcains, les humains, la Fédération. Hmm. Personnage intéressant. Au Dommage, demeurant. elle disparaît à la fin de Unification, l'épisode avec Spock. C'est Unification, hein, Oui, si je dis pas de bêtises. oui, oui, oui. Et elle ne revient plus. On n'entend plus trop parler d'elle à part Hmm. dans STO, quoi, mais Ouais, euh, peut-être. peut-être qu'elle Je sais pas. reviendra dans Picard. Ça pourrait être intéressant. Saison 2. Ça pourrait être intéressant. Ou Pourquoi à la pas? fin de la saison 1, en fait, c'était elle qui avait tout fomenté avec les synthétiques de Maddox, Ah, bah, etc. toi, non, 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 toi, t'as raté des épisodes là. Ah ben oui, Ça peut mais pas moi être ça. je me suis arrêté au cinquième. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, quatrième, cinquième. D'accord. Ça peut pas être ça, ce que tu dis. Hmm, Ça ne peut pas. On sait d'accord, déjà des choses maintenant, ça a avancé, mais d'accord. Enfin bref. c'est pour ça que je dis que ça ferait un bon film. Quand tu regarderas la saison en entier, tu te diras, effectivement, ça aurait pu faire un bon film. Voilà. Euh, Ducat. Allez, on arrive à DS9. Dans Hmm. DS9, on a très peu de méchants. Alors, j'ai hésité à mettre le chancelier Klingon Gorwon, j'arrive jamais à dire son blaze. Govron. 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 Voilà. Parce que lui, c'est plutôt un politicien. Hmm. Donc, c'est plutôt, bon, là, est-ce que c'est Mais vraiment un antagoniste ou pas ce qu'il a d'intéressant, Govron, c'est que dans son écriture, il passe de allié de Worf à ennemi
total de Worf, hein. Ils veulent se tuer à tel point ils se détestent. Et j'avais trouvé l'écriture l'évolution de cette écriture très sympa parce que Worf et Picard l'aident à accéder au pouvoir. Et une fois qu'il est au pouvoir, en fait, petit à petit, il devient de plus en plus un antagoniste et jusqu'à être carrément un ennemi de Picard et de Worf. Sans être forcément l'ennemi de la Fédération, mais moi j'aime bien ce Gavron, je le trouve bien écrit. Et ok, c'est un politicien, mais ça reste un antagoniste selon moi. Très intéressant. Alors, on continue avec les fondateurs, notamment la fondateur femelle, dont on n'a pas le prénom, il me semble. Enfin, elle n'a pas de prénom, donc elle s'en fout. Euh, qui, elle, est on va dire, un classique de Star Trek, hein. C'est le général ennemi qui veut envahir. La seule chose intéressante, c'est sa relation avec Odo, où elle essaye de le refaire venir du bon côté du flux. Mais bon, vu qu'il a NordVPN, il n'a pas envie. Bah, il y Voilà, retourne à la fin. il n'y a pas grand-chose à dire quoi, sur elle. On a Wei Yun qui est intéressant, qui est à la fois un ennemi et puis, tu sais, l'ennemi, mais fourbe. Ouais. Je sais jamais de quel côté il est, quoi. Le chaotique neutral, tu vois. Ouais. Ce qui est intéressant avec Wei Yun, c'est qu'il représente, dans un premier temps, il représente les ennemis. Tu sens que c'est vraiment juste un messager, quoi. Oui, avant d'être Dans un premier temps. Puis il finit transfuge, quoi. Ouais, totalement. Il essaye d'être un transfuge. C'est intéressant là-dessus. On a bien sûr donc Adami Wynn, qui est donc l'ennemi spirituel ultime de Cisco. Ah, oui, d'accord, Kaiwin. Ok, Ouais. j'arrivais pas. Ok, je savais Oui, pas qu'il Kaiwin, s'appelait ouais. Adami. Tu vois. Ah, Ok, bah, non, mais c'est et très on bien. va arriver à Ducat, parce que Ducat, une fois qu'ils sont amants tous les deux, l'appelle Adami tout le long. Ah oui, mais je m'en Voilà, il souviens pas. l'appelle Adami tout le long. Donc, et par rapport à, en fait, tu vois, Ducat, lui, alors Ducat, il a trois phases, j'ai envie de dire. Il a la phase je suis l'ennemi de Cisco parce qu'il fallait un ennemi de Cisco. Il a la phase je suis l'ennemi de toute la galaxie parce que elle me rejette sans arrêt alors que je suis un prophète né. Et après, il y a la phase folie, Ouais. où il sombre dans la folie et il fait le tout pour le tout, notamment en faisant venir le Penwraith là. Et en étant incarné par l'ennemi des entités du Vortex. Et c'est intéressant parce que avec Adami Wynn, avec Kai Wynn, ils forment le duo, c'est-à-dire que Kai Wynn est l'ennemi spirituel de Cisco, et Ducat est l'ennemi charnel de Cisco. Oui. Voilà, c'est intéressant aussi dans leur délire un peu religieux qu'a DS9, ce triptyque qui se met en place, quoi, entre le sauveur, le faux prophète et la prêtresse, quoi. C'est intéressant là-dessus. Kaiwin avait. Ducat aussi avait ce côté. Surtout Kaiwin d'ailleurs, avait ce côté ambigu en début en origine, c'est-à-dire qu'elle les présentait vraiment comme un adversaire, notamment de Kira. Mais en fait, au bout d'un moment, il y a des épisodes où, sans vraiment l'apprécier, on comprend son point de vue. Il est parfois défendable, mais finalement elle sombre vraiment dans la méchanceté pure et dure, dans la recherche du pouvoir. Et c'est pareil pour Ducat. Je trouve que, ok, oui, il y a enfin, c'est très bien écrit, mais ça manque tellement de nuances. Parce que ce sont des personnages qui, à l'inverse des Sœurs Duras, ont été trop bien présentés et trop bien écrits pour devenir simplement des méchants. Et Ah ouais, moi je j'aime trouve bien le fait que Ducat. cette huitième saison, septième saison, pardon, à chaque fois, un peu tristoun là-dessus. Moi, par contre, je trouve que Ducat, c'est vraiment un des méchants les mieux écrits Oui. de tout Star Trek, quoi. Oui, totalement. Les différentes Mais parce phases qu'il a par été lesquelles écrit il sur passe. cette saison. Mais ce final où il devient vraiment. Ça devient le diable, hein, je trouve un peu. Ah, Pour le ouais, coup, c'est très facile. manichéen, quoi. C'est fini, quoi. Il y Ouais, a ça plus. fait très Deus Ex Ouais, Machina. surtout qu'il n'y a plus vraiment de. Enfin bref, c'est. Ouais.
Juste, je me permets, tu as mentionné les Podwraith. Il me semble que tu regardes la série, tu regardais, pardon, les séries Stargate, non? Oui. Est-ce qu'il y a un lien alors je ne connais pas, hein. J'ai juste vu le premier Ah, épisode les avec Wraith et les le. Wraiths de Stargate Atlantis. Non, il y en a entre Star Trek et Stargate. Non, non, il y en a aucun. Je sais plus ce que ça veut dire Wraith. Parce qu'il y a aussi dans, tu sais, les Wraith, ils sont aussi, il me semble, dans Sliders. Ah Ça veut ouais? dire spectre. Ouais, ça veut dire D'accord. spectre. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, Et vu ok. qu'ils sont tout blancs, livides, qui se nourrissent de la vie des gens, les Wraiths dans Stargate, Hmm. ça vient surtout de là, quoi. Très, très intéressant aussi comme méchant et très sous-développé, je trouve, dans Stargate Atlantis. Je connais pas. Bah, c'est la meilleure série des Stargate. D'accord. C'est Ah, en vraiment fait, je celle qui a connais très gardé peu le. Stargate, hein. C'est celle qui a gardé le sel des 4 premières saisons de Stargate. Et bah, comment t'expliquer? C'est le TNG de TOS. C'est D'accord. vraiment celui qui a gardé la filiation quand Star Trek, quand Stargate SG1 est devenu une sorte de mélange entre Voyager et Discovery, quoi. Où il y a toujours un plus méchant qui arrive et ça n'en finit jamais, quoi. Ok. Même si ça reste toujours intéressant, hein, C'est mais bref. l'effet Dragon Ball. Ok. Voilà, c'est l'effet Dragon Ball. Ok. Voilà, alors que Mais il y a Atlantis, eu c'est combien intéressant. de séries Stargate? Parce qu'il 3, 4? 3. 3. Il 3, y a eu 3. Universe aussi à la fin? Enfin, il y en a 4, mais c'est comme des animatés de série, on la compte pas, quoi. Il y a une Euh, série animée? oui, Star Trek Odyssey, Stargate Odyssey, Ah, c'est génial. ou Maximum Stargate, mais c'est un truc dégueulasse, quoi. Ah. Genre, on est en l'an 3000, il y a des Stargate partout, donc ça tient pas du tout en compte de la continuité. Mhm. T'as des lézards deux queues avec des ailes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais c'est bien, Bref, ils ont tenté quelque chose. c'est. Ils auraient pu s'abstenir. Ah. Non, enfin, je veux dire, Enfin bon, je dis non, ça, c'était clairement j'ai pour pas vu, vendre mais. des jouets. C'était Ah. clairement pour vendre des jouets. Sauf qu'ils n'ont jamais sorti les jouets, je crois. Ah. Et que ça s'est très vite arrêté parce que c'était trop. C'était trop. Et déjà que la série. Alors, moi, je suis un fan de Stargate, hein, mais déjà, la série, je crois que arrivé à la saison 8 ou 9, j'ai décroché. Avant l'arrivée des Ori. Enfin, toute la saga Anubis, j'ai complètement décroché. D'accord. C'était long et dans la salle, je viens d'entendre c'était long. Euh, Le public est le présent. problème, ouais, le problème de Stargate, c'est qu'ils ont voulu tirer sur un peu comme tu dis le concept Dragon Ball et en même temps, ils ont rajouté des trucs. Enfin, je sais pas si on coupera ou pas quoi, mais ils ont rajouté des trucs. Et là où Star Trek a toujours dit stop, on arrête. C'est bon, on a raconté ce qu'on avait raconté. Là, ça allait trop loin. D'accord. Enfin, et là où Atlantis, et c'est rigolo parce qu'Atlantis a pas eu le cœur des fans, alors qu'Atlantis est resté dans la base originale de Stargate. On explore, on découvre. On a un ennemi létal, donc qui explore aussi en même temps, et c'est intéressant. D'accord. Voilà. Et voilà. Bon, et bref. On revient un peu à nos Non, amis non, mais de Star c'était Trek. intéressant, merci beaucoup. Parce que c'est vrai qu'au final, moi, Stargate, je me suis jamais vraiment intéressé, mais je sais qu'il y a pas mal de liens entre les deux, entre ces deux univers, Pour finir voilà, c'est rapidement, apprécié, Stargate quoi. Atlantis, si tu veux, il y a l'exploration de la cité Atlantis, Mhm. qui est intéressante. Le Survivor Space, parce que pendant les 2 premières saisons, entre guillemets, ils sont coincés sans possibilité de retour sur la cité. Ouais, Donc, c'est soft, hein, c'est à la Voyager, quoi. Et 3, tu as ce côté exploration qui est super intéressant parce qu'ils sont dans la galaxie natale des anciens, d'accord, de ceux qui ont créé le système de porte des étoiles dans notre galaxie. d'accord. Donc, c'est intéressant. Donc, ils découvrent des vestiges, pourquoi ils sont partis, qu'ils ont fait aussi pas mal de merde dans leur propre galaxie avant de venir jouer euh, les divinités dans la nôtre. C'est intéressant. Voilà. Et après, tu as tous les épisodes crossover qui sont super cool, quoi. Ok, 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 Voilà, ok. bref. Je comprends. On a fini donc DS9, on arrive à Voyager. Voyager, il y a peu d'ennemis récurrents, de par le fait que bah, les gars, ils bouffent du kilomètre, quoi. Ils n'ont pas le temps de rester au même endroit longtemps. Donc on a 16K sur les premières saisons. Voilà, transfuge du maquis cardassien, Ouais, qui est qui était intéressant, nul. Ah bon? c'est intéressant dans le côté gentillet de la chose, quoi.
Oh là Je veux là. dire, ça mettait un peu J'adore Voyager, quoi, mais Hmm. des fois, ça reste quand même vachement, vachement niais, quoi. Ah ouais, ouais, très. Et puis en fait, Et chaque côté, je suis enceinte de toi. ouais, Pardon. voilà, oui, après, ce qu'ils en ont fait, c'est pas terrible non plus, quoi. Et puis il y a un Mais infanticide quand même. Enfin bref, c'est un peu. C'est ah comment ne bon? pas assumer la chose, bah, tu tues la mère enceinte, quoi. Ben, il a pas l'enfant, le Kazon, à la fin? Je sais pas, j'ai tellement. Il s'avère que l'enfant est Kazon. Non, non, il Ah, c'est s'avère que possible. l'enfant est Kazon et qu'elle est mentie. Ah. Bref, bah oui, bon, Ah c'est bah pas, on va c'est pas. encore pire, c'est encore pire, c'est pas du tout assumer ce que tu fais, quoi. Bah Ouais. excuse-moi, mais désolé. L'Arenborg, qui est le Ouais. seul personnage intéressant qui revient souvent. Hmm. Il y a Kess aussi, mais bon. Qu'est-ce qui est intéressant quand elle revient, mais moi je l'ai trouvé un peu nulle. Je dis qu'elle est intéressante et pas intéressante à la fois. Euh, le concept était cool, mais c'est tellement, tu sais, c'est triste. Moi j'ai de la tristesse pour elle de me dire qu'elle finit sa vie de cette manière, alors que c'était le personnage le plus enjoué, le plus positif de la série. Ouais, mais il savait pas quoi en faire. Il y avait trop de. Tu sais, dans Ouais. ce que j'avais écrit, il y a toujours ce qu'on appelle le jeune prodige. Hmm. C'est-à-dire le personnage dans lequel tu vas mettre plein d'espoir, qui, à la différence de l'extraterrestre qui remet en cause ton humanité parce qu'il essaye de comprendre ce qui fait de toi un être humain, lui, il fait voir ce que pourrait être l'être humain. Donc, il pose des questions bêtes, il Ouais. fait des erreurs, il apprend. Et il y avait déjà Kim dans ce rôle-là. Il y avait doublon sur la passerelle, quoi. T'as elle et puis t'as Kim. Kim qui sera très vite un personnage dont on sait pas quoi faire, Ouais. qui disparaîtra aussi très vite au second plan derrière les conneries de Paris, Ouais. qui sera le sidekick de Paris tout le long de la série après, quoi. Et ce vrai personnage un peu qui aura les deux fonctions, c'est-à-dire à la fois de l'extraterrestre qui interroge sur ce qui fait les limites de ton humanité, et puis sur le talent que peut avoir l'être humain, ça sera Seven of Nine, Hmm. qui va prendre les deux rôles, quoi, sur la fin de la série. Ouais, ouais, totalement. Et de manière Et très les bien autres, écrite d'ailleurs, et les il me autres, semble. mais alors Kim, il sert à rien, quoi. Je veux dire, Kim, c'est un peu le Tucker au début d'Enterprise. Oh là là. Il faut que j'aille mettre ma petite graine dans toutes les petites extraterrestres que je croise. Et puis voilà. Hmm. Ils sont écrits pareil, quoi. Donc, et pourtant, quand tu le vois dans le premier épisode, dans le pilote, avec, C'est lui qui Quark qui rencontre essaye de les Bellana, stocker. Bellana en première. Ouais, ouais. Et puis c'est toujours ce personnage que tu dis, voilà, ça va être ça aurait pu être le comic relief aussi, tu vois, de la Hmm. série. Et ils en ont rien fait de ce gars-là, quoi. Ouais. Ah, mais Ça c'est doit être très triste. horrible de Ouais. recevoir ton scénario tous les mois et de voir que, Mais bah, un peu après, comme un catcheur de seconde zone, il n'y a rien pour toi ce soir, quoi. temps de présence à Voilà, quoi. l'écran, 3 secondes, j'arrive pour faire une blague sur les proutes. Ah, ok. Voilà. Et mais d'ailleurs, alors j'ai deux choses à ce propos. Euh, qui est le personnage le moins, le plus gâché des séries Star Trek? Est-ce que c'est Harry Kim ou est-ce que c'est Travis Mayweather? Bah, Travis Mayweather, il avait déjà pas de charisme dès le début. Hmm. Enfin, je veux dire, moi, Kim, c'est un des premiers personnages en plus de Voyager qu'on voit à l'écran. Ouais. Vraiment. Enfin, Ouais, avec le ouais. costume et tout sur DS9. Donc, c'est lui qui fait le lien avec la nouvelle série. Il a ce côté innocent. Donc, après, il y a Paris qui vient le sauver avec ce côté un peu roublard. Hmm. Non, c'est pas le premier, je dis de la merde, mais Non, c'est mais un des oui, premiers oui, dont tu te je vois ce que rappelles. c'est. Ouais, ouais. Voilà. Et ils en ont rien fait, quoi. À part sur l'épisode un peu euh, où ils vont chercher le Voyager coincé dans la glace, là, dans le futur, qui était intéressant. On voit qu'il peut mal tourner aussi, quoi. Ouais, c'est facile ça. Sinon, c'est facile, c'est Star Trek. Euh, Oh, oui, oh. voilà, on sait pas quoi faire, on fait un épisode de voyage dans le temps. Mais oui, 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 il a été gâché, quoi. Après, qu'est-ce qu'ils auraient pu en faire d'autre? Je sais pas. Et mais justement, voilà, la question c'était JP de Parlons Trek m'avait dit que ben, les personnes, en fait, les acteurs et actrices
souvent vont voir les scénaristes et leur dire bon voilà je pensais à ça pour mon personnage, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça peut être intéressant machin. Est-ce que l'acteur qui joue Harry Kim, dont j'ai complètement zappé le nom, désolé si tu nous écoutes. Wong. Alors je sais Oui, pas vas-y, si c'est vrai continue. ou si c'est raciste, alors je ne Non, non, je répondrai crois pas. que c'est ça. Ou alors je le confonds avec BD Kong, qui est un autre acteur asiatique, oui, j'avoue. Euh, C'est pas John Cho, attention. Gareth Wang, j'étais pas loin. Gareth Wang, ouais. En plus, il est cool, on le voit dans les conventions de temps en temps, il est sympa. Bref, et à savoir, est-ce que, ben, au final, est-ce que Gareth Wang était vraiment impliqué dans son personnage ou est-ce qu'il venait signer son chèque au même titre que l'acteur qui joue Chakotay, qui, on le voit clairement, n'en a rien à faire et qui est là pour encaisser. Ouais, il faudra voir s'il y a des documentaires là-dessus ou des choses comme ça. Oui, il y a des persos qui sont vachement plus impliqués que d'autres. Enfin, il y a des comédiens qui sont plus impliqués que d'autres. Mais après, c'est con parce que quand tu fais ça et que tu es là juste pour le chèque, tu pourras pas rebondir derrière, quoi. Voilà. Déjà Après, que bon, tu auras tendance à on être n'a pas. catalogué comme, Pardon, vas-y. déjà que tu as tendance à être catalogué comme personnage de série de soap opéra. Euh, tu vois, c'est con de faire ça, quoi. Hmm. Mais C'est après, con. bon, on n'a pas les nuances de tout ce qui se passe chaque jour quand la caméra s'arrête de tourner. Aussi bien, il est arrivé sur le plateau, il s'est pas entendu avec les scénaristes et du coup, c'est compliqué parce qu'il faut quand même travailler et manger, etc. Bon, ça, on n'y est pas, on sait pas exactement Voilà, après, tu vois, je comment ça regarde par marche. exemple Jerry Ryan parce que c'était exactement le cas de ça. J'étais en train de me dire quels sont les autres comédiens qui ont fait carrière après, donc à part Kate Mulgrew. Ouais. Lui, elle a travaillé derrière. Jerry Ryan, derrière, elle enchaîne 4 saisons de Boston Justice, Boston Public, donc dans un autre rôle. Elle fait bien sûr des apparitions diverses et variées, mais à chaque fois, elle fait des- souvent des saisons entières, si ce n'est des séries entières, quoi. Hmm. Et ça, c'est parce qu'elle devait être impliquée dans ce qu'elle faisait, quoi. Ouais. Ce qui est pareil, hein. Voilà. Ok. Bref. Mais, Non, mais totalement. Ok, ensuite dans Voyager. bah, Voyager, je vois que tu as mis discrètement pourvoyeur dans le fichier. Avec un point d'interrogation, est-ce qu'on peut considérer le pourvoyeur comme un personnage Et ben, je le classifierais un peu antagoniste? comme un Q. C'est-à-dire qu'il était si balèze qu'il a fait les choses sans penser que des petites fourmis pouvaient avoir des séquences. Néanmoins, ouais, non, je le verrais pas. Par contre, le second pourvoyeur, oui, était intéressant. Oui, quand je dis pourvoyeur, j'entendais le premier comme le L'espèce, second. d'accord. Ouais, le second était intéressant, quoi. Et je pense qu'il aurait dû être plus exploité. Par exemple, dans Voyager, je pense aux Malons aussi. On Oui, revoit les souvent Malone. les Malons, et tu sens très bien que c'est un truc, ils se sont dit, on sait pas quoi en faire. Et tu sais ce Ça, que j'ai trouvé. Attends. dis-moi. Non, je confonds les Malons et les Kaizen. Kaizen. Oui. Oui, les Alors, Kazon, les Kaizen, anecdotiques, quoi. ils avaient. Comment? Enfin, oui, dis-moi. Ben, les Kaizen, ils avaient quelque chose de très intéressant pour moi, c'est qu'ils m'ont intéressé aux favelas brésiliennes et au système de fonctionnement des gangs sud-américains. Mais tu vois, ça aurait dû être plus exploité. Hmm. Ça aurait dû être 12 fois plus exploité, et ça Mais allait pas. le problème, c'est que déjà de base, le design visuel, quand ils arrivent à l'écran, tu te dis, bon, c'est bon, ça c'est l'ennemi des années 60, quoi. Tu lui mets Voilà. tu le peins en orange et tu lui mets des trucs dans les cheveux. C'était Ils étaient pas, des caricatures, ouais. ouais, c'était pas, physiquement, c'était pas possible de garder des personnages comme ça, voilà. Euh, Il y avait. Alors, il y allait. Si, donc, à part les Borg, il y avait l'ennemi. En plus, j'ai vu l'épisode il y a pas longtemps, là, qui s'appelle. Il y a un ennemi dans Star Trek, dans Star Trek Voyager. En gros, c'est les gars qui ont créé enfin, qui ont commencé les premiers à faire les cartes des terrains tu sais, de subespace. Ouh là là, je me souviens plus du tout. Je vais te trouver le nom tout de suite. Bref, ce peuple était intéressant, ils l'ont pas exploité, ils l'ont exploité que pour un épisode, ce qui a été relativement très chiant.
Et tac, 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 j'y suis, les dents du dragon. Voilà, l'épisode, c'est les dents du dragon. Les dents du dragon. Bref, ces personnages étaient intéressants parce qu'ils avaient connu les Borg tôt, dans le début de leur civilisation. Et ils avaient une technologie, même si elle était en retard de 900 ans, qui était assez en avance. Les Tureilles. Je crois que c'est ça, là. Les Tureilles, ouais. D'accord. Et est-ce qu'ils mangent des toits? Des toisettes? Les écureuils mangent-ils des Oh toisettes? putain, ça, je t'oblige à la garder. Ça, Ah, mais je garde toutes mes blagues, hein, je les garde toujours. Il n'y a Ah pas de là là. problème. Les Tureilles. Ouais, les Tureilles qui étaient intéressants et qui n'ont pas plus exploité que ça. Ce qui est relativement dommage. Alors, on en arrive à Enterprise. Je crois qu'on a fait le tout. Ah oui, l'espèce 8472. Mais tu vois, j'y pense pas en antagoniste. C'est l'antagoniste des Borg, donc qui par procuration pour être l'allié ou l'antagoniste de Voyager, et qu'ils en ont fait très vite un allié. Ben non. Bah si, à la fin, là, sur Non, elle la s'allie planète, avec les Borg contre l'espèce. au début, contre l'espèce 8472, mais une saison après, ils découvrent une sorte de base spatiale géante où l'espèce 8472 fait des simulations de l'académie de Starfleet. Je me souviens plus du tout. Mais j'ai regardé qu'une seule fois Voyager parce que Mais voilà, ça marche pas avec moi. ça pourrait être, on me fait remarquer que c'était pour éventuellement se préparer une invasion. Mais à la fin, c'est pas une invasion parce qu'ils se rendent compte que les humains leur veulent pas du mal, quoi. D'accord. Voilà. Et effectivement, en me faisant penser à ça, un ennemi récurrent Voyager, c'est les hydrogènes. Et encore une fois, tu vois, c'est pas, ils ont rien contre les humains, ils trouvent que les humains font des bonnes proies, et puis après, ils trouvent que les holoprojecteurs font un matériel de chasse intéressant, quoi. Hmm. Ce qui donne après la course-poursuite avec les holographes, les hologrammes rebelles qui tuent des gens. Mais bon, voilà, c'est que des conséquences, il n'y a pas la main d'un ennemi derrière à chaque fois qui veut faire. Voilà, c'est ça. Il y a personne qui veut faire échouer le Voyager dans sa tentative de rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Non, je réfléchis, je cherche des ennemis potentiels. Mais Voilà. oui, non, en effet. Ok. Bon. Allez, Enterprise. Bon, effectivement, il y a les Xindi que tu as rajouté que j'avais complètement zappé. Mais tu vois, c'est toujours Il y a ce des côté. trucs, tu oblitères certains trucs et tu te dis non, ça n'a Mais pas c'est pas ça. existé. Mais en fait, c'est parce que selon ma définition, tu vois, c'est exactement. Est-ce qu'il y a une main terrible qui empêche les héros d'avancer? Les Xindi, très vite au bout pas moi, au milieu de la saison avec les Xindi, on se rend compte que bah, tous les Xindi sont pas méchants. Ah, ok, bon. Eh ben, Ok. Et évidemment. puis, la plupart savaient pas que en fait, c'est une manipulation. Donc, en fait, les Xindi et les humains ont un ennemi commun. Et là, c'est intéressant. C'est l'ennemi commun, l'ennemi du futur, là. Hmm. Qui est très vite, ce mec-là du 32e siècle, là, ou je sais plus de quel siècle il vient, est très vite mis de côté pour les créateurs des sphères. Hmm. Avec un peu la confusion, est-ce que c'est les mêmes? Ouais. Voilà. Donc eux voulaient envahir effectivement notre galaxie. Ils étaient intéressants, mais on ne sait pas pourquoi plus que ça, quoi. Là, ça a été un peu zappé très rapidement. Par les Xindi reptiliens, voilà, qui sont mauvais. Et cette faction là, avec l'épisode où sont du temps où les nazis ont gagné la. Oh là là. Ça, Voilà, c'est mais pas même, bien. j'ai Ça, trouvé ça c'était brouillon, vraiment pas quoi. bien, ça. Hein. La Il partie sort avec d'où les ces nazis, petits. nazis démoniaques, c'était. Oh là là. Ouais, et puis voilà. Rien que le dire, c'est je me vraiment sens mal. Ça te rappelle des bons souvenirs, c'est ça? Oh là là. Oh là là, ça te rappelle les récits de papy. Mais ouais, c'était mal amené, mais tu vois, il n'y a pas de vrai. Je trouve que c'est là, par exemple, où l'or était beaucoup plus. Ou Ducat, voilà, était beaucoup plus manipulateur. Ils avaient toujours une sorte de coup d'avance. euh, Ils avaient prévu de piéger, même si ça reste un peu caricatural. Tu vois, ils avaient toujours cette idée du piège, alors que les autres, bonjour, on est les méchants, on a construit une grosse machine, elle va vous tirer dessus. Ouh là là. Ah, vous avez trouvé une faille, il y a un trou dans notre grande sphère. Merde, on aurait dû voir Star Wars.
Ok. Ah, Mais par contre, ce qui est intéressant avec l'arc Xingdi, c'est que Archer devient. son propre ennemi. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et c'était Voilà, plutôt bien là, écrit. voilà, est-ce que... Non, non, mais là, ouais, là-dessus, c'était... Et c'est pour ça que les Xindi deviennent le paysage. Il devient le paysage, les Xindi, parce que le vrai méchant est à bord de l'Enterprise. Hmm. Il est pas... C'est... Bref. Et puis surtout que dans le contexte politique de l'Amérique, lorsque ça a été écrit, hein, à savoir la post 11 septembre, je trouve que la chose était bien. Bien amené, ouais. Par contre, ouais, T'imagines, ça tu c'est... rentres de chez toi, donc ça fait un mois qu'on te dit... non, c'est 2005 Enterprise, donc ça fait 4 ans qu'on te dit... ouais, machin, les Arabes, tout ça. Pardon, dit comme ça. On se croirait, tu sais, tonton André du repas de Noël. Et puis là, t'allumes ta télé et tu vois un message qui te dit attention à ne pas devenir ton propre ennemi. Et je trouve ça fort pour les Américains. Il était intéressant, ouais. Toute la saison était intéressante. Après, pour revenir sur Enterprise, Un peu léger, un peu facile, mais d'un côté, c'était le public. oui, bah oui, ouais, oui, oui, clairement. Et Non, puis, mais parce qu'on on peut reprocher à Enterprise son écriture qui était assez ouais, léger par rapport à ce qu'on avait pu avoir sur les séries précédentes. oui, par rapport à DS9, ouais. Ou même TNG. Enfin bref, Oui, ce n'est pas le sujet. ce n'est pas le sujet. Voilà, donc, je vais parler un peu de Song dans Enterprise que je trouve intéressant, Alors attends, même il y si a c'est du une fan hausse de ping, service. je ne t'entends plus très bien. C'est mieux là? Ouais, qu'est-ce que tu disais? Je disais Sung dans Enterprise, c'était un peu intéressant. L'arc des Klingons aussi. Euh, mais voilà, il n'y a jamais rien de beaucoup de très appuyé, quoi. Hmm, Euh, tac, tac, tac. Allez, bon, bah écoute, on va passer à Discovery. ouais, je On suis a d'accord. effectivement je sais pas le dire, on a El Rey Le et REL, le Tecumva, là. Tekuva ou Tecumva. Tecumva. Le Les REL, Tekuma. non, les, Tekuma. les REL et Tecumva. Et Tekuma, voilà, voilà. On vient de me souffler ça dans la salle que je prononce pas bien du tout. Ah non. Eh, On me tu m'as corrige. entendu parler Klingon? Non. Non? Va écouter l'épisode du cadran pop de cette semaine. Je joue un Klingon sous qui sort une réplique de la Cité de la Peur. Oui, Je ne savais j'ai pas dit être ça. là. J'en reste silencieux de stupéfaction. Je vais regarder, je vais écouter ça et je te ferai une réaction à chaud. Voilà. D'accord? Non, mais pour les auditeurs et auditrices qui l'ont écouté, je joue très mal. Voilà, mais il y a un épisode de Star Trek pour les nuls qui va paraître là dans les quelques semaines à venir pour expliquer la genèse de cette chose. Et ça va être un épisode très intéressant dans lequel on apprend à parler Klingon. Et d'ailleurs, dans Très bien. lequel on apprend que le Discovery, il parle très très mal Klingon. Enfin, les mots La sont les série bons, mais la prononciation n'est pas du tout bonne. est dégueulasse. Mais c'est expliqué par la tonne de maquillage qu'ils ont sur les lèvres, les pauvres. Les maquillages sont affreux dans Discovery. Un peu. Désolé. Bon, bah, à part le contrôle qui est intéressant, effectivement, et la section 31 qui se fait manipuler et par le contrôle, et puis après le contrôle qui manipule tout le monde pour arriver à ses fins, c'est très intéressant. Euh, Et ça explique pourquoi après il n'y a plus trop de développement d'intelligence artificielle dans tout le reste de la saga Star Trek avant l'arrivée du HMU. Ouais. Ça peut être expliqué comme ça. Et à nouveau Euh, avec Picard, donc on a oublié ce qui s'était passé dans le passé. Pardon. Et nouveau Picard, oui. Ben, à nouveau avec Picard, c'est le sujet, c'est attention, les intelligences artificielles. Je trouve que tu vois, c'est tellement dommage. J'ai l'impression de revenir dans il y a 30 ans avec les Américains qui nous disaient que c'est dangereux, Matrix, tout ça, truc, ah bababi, bababou. Et les Japonais, à l'inverse, qui nous disaient que la technologie c'était super. C'est bordel en. Non, désolé, à nouveau, je m'éloigne du sujet, excuse-moi. Et je t'en prie, Ça m'agace. sois grincheux. Mais oui, je comprends, mais peut-être une philosophie qui est différente entre les deux pays.
On en parlera dans une autre émission, mais c'est une logique philosophique, quoi. Alors, il y a le capitaine Lorca. Effectivement, la saison 1, le capitaine Lorca de Discovery est très intéressant parce que c'est un des seuls, attention zone spoiler, c'est un des seuls méchants qu'on voit pas venir. On le sent qu'il est pas cool, mais Oui, vu qu'il a la casquette Starfleet, on se dit, bon, bah, on est en temps de guerre et il fait ce qu'il a à faire, quoi. Et quand il y a ce twist, on comprend qu'en fait, depuis le début, c'est pas celui qui dit être et qu'il manipule tout le monde, là, ça devient intéressant. Et en plus, il fait ça avec brio, quoi. Tu le vois pas arriver, quoi. mm. Tu- ça m'a mis sur le. C'est vrai? Hein? C'est vrai, tu l'as pas vu arriver? Pas spécialement. J'ai commencé à comprendre quand ils ont commencé à mettre la sextelle, l'univers parallèle, qu'il y avait peut-être des transfuges, mais je l'ai pas vu arriver que c'était un mec qui avait été échangé, quoi. D'accord. Voilà. Et après, bah, tu vois, j'étais content d'être surpris, quoi. Parce que petit à petit, on nous avait habitués comme quoi c'était un connard. Ouais, ouais, Et du coup, tu dis, bon, bah, c'est un connard. Ouais, c'est un ouais. connard, ça reste un connard. Et puis, Voilà. c'est un super connard. Oh, bah, on l'avait pas vu arriver. Oh. Non, mais je sais pas, moi j'ai des doutes là-dessus. Enfin bref. Mais ok. Alors, j'ai vu un commentaire sur le drive. J'en fais une capture d'écran tout de suite pour faire voir ton sérieux et je laisse un peu Mon sérieux dans de le travail. suspense. Voilà, de suspense à nos auditeurs. Euh, Grand ennemi de la saga Star Trek. ah bah, tellement. C'est à cause de ça peut-être que j'ai jamais suivi Insurrection. Euh, voilà, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a pas vraiment de grands méchants dans Star Trek, quoi. Et dans À part dans Picard, TNG et DS9. Dans Picard, non? tu- bah, les mauvais scénaristes, c'est ça que tu vas me dire? Ah non, 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 je sais pas. Il y a pas un ennemi clairement identifié dans Picard? Eh ben, c'est tout le problème. Avec les derniers twists, je trouve qu'il n'y a pas des. Enfin, si, il y a cette section secrète du service secret, ultra secret du Tal Shiar. Ça aussi, ça c'est un gros problème. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas juste utilisé le Tal Shiar? T'avais pas besoin de. On connaît très peu de choses du Tal Ah! Shiar. Pourquoi il y avait Bah besoin de après, créer une section secrète si on dans la en parle, section on va secrète? spoiler. Enfin, Non, non, mais on n'en parle pas. J'ai pas envie. Mais voilà. Mais il donne une raison là-dessus. Effectivement, moi aussi, j'ai trouvé que c'était un peu gros, qu'il y avait un tiroir dans le tiroir dans le tiroir. voilà. C'est Mais peut-être du coup, il donne justement une des raisons pour lesquelles, ça y est, j'ai perdu son nom. Cella ne reviendra pas parce qu'elle n'était pas au courant. Elle faisait juste partie du Tal Shiar, pas du Tal Et Shiar ben, du Tal Shiar. justement, l'épisode. Alors, on peut reprocher beaucoup de choses à Picard, mais j'ai trouvé que l'épisode d'hier sortait, et c'est peut-être pour ça que les gens sont un peu. La tendance des séries actuelles, la tendance d'écriture des séries actuelles, c'est tout le monde a une part de la réponse, mais personne communique. Par exemple, beaucoup d'intrigues de séries pourraient se finir en 2 épisodes si les mecs se disaient bon, demain on se boit un café et on se parle de tout ce qu'on sait. Hmm. Et bim, ça serait résolu. Voilà. Ça, c'est l'intrigue dans toutes les séries actuelles. Or, hier, dans Picard, ils ont cassé le truc. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se boivent un café et tous se racontent une partie de leur vérité. Et ils comprennent ce qui se passe. D'accord. Voilà. Ils comprennent pourquoi le Tal Shiar était pas plus au courant que ça. Ils comprennent pourquoi tout ce qui avait l'air un peu à l'ouest. Alors, c'est ultra télescopé, par contre. Tu sais, c'est ah bah comme par hasard, ah bah comme par hasard, ah bah comme par hasard. C'est télescopé comme c'est pas permis. Voilà. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il sorte du cadre des séries actuelles. Ouais. Voilà, c'est surtout le Ça, personnage ça de me- Raffi qui c'est devient intéressant là-dessus. d'accord. Ah, et Raffi, Voilà. moi, je l'aimais bien ce personnage. Mais Et tu ben, vois, un gros point positif de Picard. euh, bah, malheureusement, une fois de plus, je vais devoir taper sur Discovery. Tu sais que je me détestais de taper autant sur Discovery. Mais si on doit la mettre en opposition, bah, Picard a ce côté où les gens discutent, ils parlent beaucoup, ils prennent le temps ils s'écoutent. Et c'est quelque chose de très positif dans Picard que je trouve. voilà. Et ben, ce côté de parler donne une résolution où là on en est où Mm. bah, ils savent qui est l'ennemi, comment le combattre et comment que ça va se passer. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un vrai méchant? Bah, il y a ce service secret et toute la nuance de Picard est là et c'est ça que c'est chiant dans Picard, à part
ultra sexualisée romulienne. Oui, oui, Qui a des totalement. délires un peu incestueux. Mais ça aussi, c'est très vite parti. Je crois que ils ont Ah dû ben, le pas au jouer, ils ont 5e dû épisode. voir le. Ouais, ils ont dû voir. Enfin, elle est plus comme ça. C'est une combattante, quoi. C'est D'accord. clairement une combattante. Elle rivalise avec l'elfe des bois là que tu as dû voir là, l'autre Romulien, là, l'elfe des bois là. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. Les combats sont intéressants. Elle est balèze, elle est sans pitié. Mais elle est déterminée. Et effectivement, hier, et putain, mais regarde, ils ont installé une nouvelle règle Ils ont compris qu'il y avait une nouvelle règle un peu à la directive première qui existait à une échelle beaucoup plus grande. Ouais, Et du coup, tu comprends pourquoi elle fait ça, elle. d'accord. Voilà. Et en fait, tous ont raison. Enfin, c'est D'accord. pas vraiment une méchante parce qu'elle est pas diabolique et qu'elle les empêche pas d'avancer. Elle, au contraire, elle veut qu'elle avance pour pouvoir exécuter son plan plus vite. Ok. Voilà. Et l'ennemi, par contre, effectivement, le vrai ennemi intéressant dans Picard, c'est l'ennemi de l'intérieur. Le double ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire le fait que les Romuliens aient si facilement accès à Starfleet, ce qui peut poser un problème, et le fait que Starfleet ait renoncé à ce qui faisait sa qualité première, c'est-à-dire avoir l'esprit ouvert. Ouais. Voilà. Et là, c'est intéressant là-dessus, mais il n'y a pas un vrai ennemi super balèze, quoi. Et du coup, l'épisode d'hier casse ce schéma d'ennemi. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans une quête. Chacun doit atteindre l'objectif avant les autres, quoi. D'accord. Bon, Voilà. ben on verra. Un jour. Là, je t'ai hypé un peu. Là, je t'ai hypé. Là. Oui, Je t'ai bon, hypé. écoute, oui, oui, mais tu peux tout me vendre. Je suis fan de Je peux toi, tout te mais vendre. non, mais on verra un jour peut-être. Bon, bah écoute, voilà. Je regarderai, mais j'en avais parlé déjà. Je, je sais pas. On verra un jour. Un jour, bah, on verra. Bon, écoute, là-dessus, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'ennemis iconiques sur tout ce qu'on a dit, à part, donc, comme on disait tout à l'heure, un peu Ducat. C'est là dans une moindre mesure parce qu'elle n'a pas eu beaucoup d'épisodes. Là où Ducat a eu cette saison pour revenir très régulièrement casser les pieds à tout le monde. Et de façon intelligente, quoi. Moi, je trouve que Ducat, il est très bon. Oui, oui. C'est-à-dire, je peux pas le tuer parce que il m'a laissé sa fille. Par exemple, Kira, elle peut pas le tuer parce que elle s'occupe de sa fille là. Hmm. Elle est obligée de coopérer avec lui à cause de ça. Cisco peut pas le tuer parce que s'il le fait, il replonge Starfleet en zone de guerre avec les Cardassiens. Voilà, tu vois, le mec, il est intouchable, quoi qu'il fasse, il est intouchable et c'est super intéressant, quoi. Il s'en sort toujours. C'est aussi ce qui fait un bon méchant. Il s'en sort toujours. Ouais. Et de Il justesse s'en des sort fois. de Ouais, justesse. c'est rigolo. C'est comme un Lex Luthor pour Superman, quoi. Et ce qui est aussi rigolo, c'est que, enfin rigolo, ce qui est intéressant aussi, c'est que on sent qu'il se passe des choses dans les épisodes où il n'est pas là. C'est-à-dire Oui, qu'il revient et il t'apprend un peu que son évolution sociale au sein des Cardassiens, elle a évolué ou de telle ou telle manière, qu'il est mieux vu, qu'il est moins bien vu, machin. il a une vie, voilà, Ouais, en dehors de la série, il a une vie qui est intéressante. ouais. En dehors des Alors que caméras, c'est là, tu sais pas ce qu'elle a fait. Tu vois, ouais. entre deux échecs, Et dans les je livres un suis peu, on assez comprend. étonné en fait de voir une hybride humaine romilienne évoluer, avoir pu. Enfin, ça m'étonne des Romuliens. Je pensais les Romuliens profondément racistes en fait, tu vois. Et j'aurais pensé que Ceylan n'aurait pas pu atteindre ce poste. Mais ça me fait me poser des questions dessus. Mais Ils en parlent aussi un peu dans Picard, de ça, du métissage avec les Romuliens, et c'est hmm. intéressant. Parce que c'est peut-être comme pour les Klingons. Tu sais, on en avait parlé une fois entre les Romuliens et les Rémiens, là. Ouais, Et c'est peut-être naître dans la zone de Romulien qui fait de toi un Romulien. d'accord. C'est peut-être intéressant, ça aussi, comme pour les Klingons. Mais bon, c'est un autre débat. Et ce qui serait cool à la fin de ce podcast, c'est que les gens nous disent quel est, pour eux, ça fait très putaclic youtubeur, quoi. Mais si oui ou non, Ducat est pas le meilleur méchant de la saga. Ok. À votre avis, quel est le meilleur méchant de la saga? Ducat ou Vote. Contrôle? Vote au 6-12-12. Pardon.
Non, mais ouais, dites-le nous, vous qui nous écoutez. Quel est, selon vous, le méchant, le ou la méchant, hein, le plus emblématique de des séries, pardon, Star Trek. Parce que, comme on l'a dit, on distingue vraiment les méchants de séries et les méchants de films. Donc, Bon, on est d'accord là-dessus, au moins. je Les suis méchants de assez. films sont pas iconiques, quoi. Mais parce qu'ils ne sont pas, voilà, ils Parce ne qu'ils sont ont pas pas. le propos, ouais. Et voilà, et donc dans le film, ils sont jamais le propos, et puis on n'a pas le temps de les développer. Tu vois, Sauf peut-être c'est dans vraiment le Beyond. problème. Oui, dans Beyond, Il ouais, est le mais propos, ils ouais. arrivent à le développer un peu comme Metal Ursa et puis Khan, parce qu'il y a du lore. Ouais. Il y a du lore Ouais, avant. ouais, on utilise vachement Enterprise par rapport à ça. Enfin bref. Ok. Merci beaucoup. Ben, je t'en prie. À Euh, bientôt. on se voit. On s'écoute. Vous Bah, nous écoute, on se entendrez voit. le mois prochain. Acteur radio. Vous nous écouterez. On se retrouvera, pardon, le mois prochain. Le sujet a-t-il été décidé, Cyril? Ou pas encore? Bah, je trouvais ça intéressant, là. Je pense qu'on va faire ça. On en a parlé beaucoup dans l'émission, mais c'est de faire des séries, enfin, de raconter du lore qui se passe avant des trucs qui sont datés. Donc Discovery, Enterprise, avant TOS, les Mhm. problèmes que ça pose. D'accord. Et pourquoi après il y a des débats qui ne se pas. Et je promets de ne pas m'énerver, de ne pas rager sur. Tu prends ton Lexomil et tu fais pas chier. Voilà, voilà. On remarque, d'ici le mois prochain, je serai probablement mort. Encore? Ben ouais, on sait pas. Voilà. Bon, allez, on va mettre un petit projet Genesis et puis tu reviendras Oui. entre deux potes phares. Ah oui. C'est marrant, tu vois vraiment nos esprits pervers, hein, parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, je vais avoir droit à un pun phare. Vraiment. Hein. Le mec il grandit de 20 ans en 2 jours là. Donc il y a Ouais. au moins 2 fois 7 ans. Hein, voilà. Alors attends, je suis en train de chercher parce que je voulais faire une citation, mais j'ai fermé la page du drive. Alors un petit instant. Meuble. Ah, alors, un meuble. Ikea, c'est bien. C'était nul. Non, bah écoutez, rien de nouveau sur la chaîne Star Trek Historia. C'est Pas vrai. parce que je suis surchargé de travail, mais parce que j'ai la flemme. Ce qui est un gros travail en soi de surmonter sa flemme. Mais ouais, les choses vont tellement vite en ce moment par rapport à Picard que t'as peur de dire des conneries, quoi. Mais ça arrive. Ma théorie a été totalement balayée sur le fait que Soon serait responsable du programme des androïdes avec le dernier épisode de Picard hier, donc mea culpa. Et puis, est-ce que tu as trouvé ta citation? Ouais, elle a pas de lien avec ce qui a été dit aujourd'hui, mais Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard écrit à ce moment-là, je ne sais pas si ça a été par Braga, Amour ou Berman, mais nous dira à propos du temps et de la vie. On m'a dit un jour que le temps était un prédateur qui nous poursuivait toute notre vie. Je préfère croire que le temps est un compagnon de voyage, nous rappelant de chérir chaque instant car il ne reviendra pas. Ce que nous laissons derrière nous n'est pas aussi important que la manière de l'avoir vécu. Après tout, nous ne sommes que mortels. Bon, je lui répondrai, parle pour toi, j'ai prévu de vivre jusqu'à l'éternité. Voilà. Bon, bah voilà. Ouais. Voilà. Bon, ben Bon, merci à nouveau, Cyril, pour cette... Pas de blague cette fois. Parce que c'était nul, en fait, hein, on va pas se mentir. Ouais, je voulais faire la baleine dans le film Star Trek Retour sur Terre, mais je parle pas très bien de baleine. Ouais. Faut vraiment qu'on apprenne à finir nos émissions. Ouais. On Il va faudrait que je travailler trouve dessus. des phrases clash. Bon, vous avez pu écouter cette émission sur la chaîne YouTube Star Trek Historia. Désolé, j'ai eu du mal. Donc, abonnez-vous, appuyez sur le pouce bleu, mettez la cloche. J'ai toujours rêvé de dire ça. Merci de m'en avoir donné l'occasion, Cyril.
Vous avez également pu écouter cet épisode sur les ondes de Pour une poignée de reviews propulsé par le Gamers Comité. Et oui, ça c'est tout nouveau, j'en reviendrai un peu plus tard, je vous en parlerai un peu plus en profondeur. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que si vous voulez poser des questions à propos des démarrages d'émissions, donc de Trek Historia, vous pouvez le faire sur Twitter, nous contacter directement. Donc moi c'est Rémi, @Rémi2D, Rémi, R-E-M-I, 2, le chiffre 2, la lettre D. Cyril, c'est CM Calieron. Je sais que tu détestes ça. Ça s'écrit CMCA2LEJON. Ou alors sur le Discord de Star Trek pour les nuls, que vous pouvez rejoindre avec les liens que vous avez dans les descriptions de cette émission. Est-ce que j'ai oublié des trucs sur Facebook, sur Twitter? Vous pouvez nous envoyer vos questions ou nous contacter pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec nous à propos de Ducat, qui serait selon nous le méchant le plus complet, le plus iconique de Star Trek en série. J'ai bien conclu? Très bien. Bonne journée. Allez, on se voit le mois prochain. À bientôt. Allez, à bientôt. Tu étais dans une salle, c'est toi qui l'as fait ce riff de guitare? Oui, sur Cubase. Ah, c'est à moitié épique, tu vois. C'était cool. Je fais beaucoup de MAO si tu veux, mais je ne joue pas. Ah, ok. Moi, je fais pas mal de MMA. Moi aussi, je fais des mutuelles du Mans Assurance. Oui, voilà.